Oui, oui, on vous entend. Super, super. Bien, nous parlons de Kinéactive, nous parlons de RNM, nous parlons de proprioception, nous parlons aussi de coordination et d'équilibre. Comme c'est du soutien, c'est du tutorat prof, nous pouvons commencer par une session de questions. Avez-vous des questions, des remarques, des interrogations? C'est normal, le champ disciplinaire est vaste, la coordination musculaire, le contrôle moteur, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise toujours pas à la fin de sa carrière, donc si vous vous sentez un petit peu perdu dans ce domaine-là, ben, c'est un petit peu normal. Et puis la rééducation qu'on vous a proposé de faire, elle est surtout analytique pour le moment, elle est surtout articulation par articulation, déficience par déficience, et le côté rééducation globale, c'est ce qu'on fait un peu à la fin et qu'on vous propose pour parachever vos récupérations d'amplitude et votre renforcement musculaire analytique. Donc si vous vous sentez moins expert de ce champ-là, ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que le cours a forcément été pas bon, c'est simplement que c'est l'ordre dans lequel on fait votre scolarité. Donc les choses vont en théorie s'éclaircir au fur et à mesure, on aura l'occasion de revoir ça sur la deuxième, troisième et quatrième année. Il y a quand même un minimum à avoir. En première année, c'est ce thème-là. Allez-y, vous pouvez le faire par converser pour les timides. Je suis sur la fonction converser, vous pouvez le faire aussi en direct. J'aurais une question, moi, s'il vous plaît, par rapport à la remise en charge. Donc, j'ai bien compris, notamment pour le membre inférieur, mais aussi supérieur, qu'on devait faire du travail en chaîne ouverte et en chaîne fermée. Mais en fait, j'arrive pas à savoir à quel moment on passe en charge et en chaîne fermée. C'est une super bonne question, ça. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce que je vous disais, de l'analytique au global, de l'artificiel, on va dire, du travail en décharge jusqu'au travail en charge, du décontextualisé jusqu'au fonctionnel, au plus utile, on va dire. Il y a plein d'éléments qui font qu'en vraie rééducation, en cabinet, vous allez accompagner le patient en fonction de plusieurs critères. Il n'y aura jamais un seul élément. L'élément, bah, c'est effectivement de faire du plus simple au plus compliqué, du plus facile au plus difficile, vous vous en doutez de ça. Du moins contraignant au plus contraignant. Donc forcément, le travail en charge est plus contraignant que le travail en décharge, mais c'est pas une obligation non plus. Hein. On peut proposer des choses difficiles en décharge aussi, mais globalement, c'est quand même vrai. Et puis après, bah, il y a aussi les autorisations. On verra en UE5 l'an prochain que parfois, un chirurgien il va dire, pour le moment, je n'autorise pas à mettre en charge le patient. C'est pas tellement qu'il pourrait pas musculairement, c'est que la fracture dont il est porteur ne permet pas cela. Le matériel chirurgical que le chirurgien a mis ne permet pas de le mettre en charge. Donc du coup, vous allez parfois être bridé par certains interdits chirurgicaux. Et des fois, vous allez avoir l'autorisation qu'au bout de 2 mois de travailler en charge. Vous vous souvenez, pour la cheville, tant que les fibulaires ne sont pas suffisamment efficaces, on ne retravaille pas le triceps sural en charge, par exemple. C'est des espèces de règles comme ça qu'on vous donne. Donc là, on a effectivement ces règles-là, avec cette logique de dire un muscle des membres inférieurs, ça serait tellement idiot, tellement étonnant, tellement contre-intuitif de se dire je vais rééduquer que sur une table et je vais jamais mettre la personne debout, qu'effectivement, on va toujours privilégier le fait de se dire, ben, plus tôt on recommence la rééducation en charge, plus on est dans le vrai. Plus vite on remet le muscle dans sa fonction, plus on est dans le vrai. D'accord? Donc ça c'est toujours une vérité. Cependant, il y a quand même une part de rééducation analytique. Quand vous voulez faire progresser un muscle à la cotation EMFM, comme on dit, ou si vous voulez récupérer une amplitude passive déficitaire, bah vous devez quand même bien le faire de manière analytique. Donc en gros, une fois que vous avez récupéré des choses analytiques, ce que vous faites, eh bien, on essaye de le reverser au titre de l'activité fonctionnelle. On ne gagne pas de l'analytique comme ça pour le plaisir. On est toujours en train de vouloir le convertir en fonctionnel. Donc effectivement, pour la remise en charge, bah, il y a des espèces de règles. Vous vous souvenez aussi de Van Voren, Rab de Michaud. Avant telle force du moyen fessier, c'est pas qu'on s'interdit, mais c'est peut-être pas si utile que ça de commencer trop tôt la remise en charge au risque de développer peut-être des boiteries qui pourraient se fixer dans le schéma de marche, etc., etc. Donc il y a des espèces de principes comme cela qui gèrent nos choix thérapeutiques et vous verrez en stage que petit à petit, bah, vous naviguerez là-dedans de manière un peu plus aisée. Et moi, je suis content que vous commenciez par cette logique de remise en charge, parce que c'est une question fondamentale. La vraie RNM, la vraie proprioception, l'équilibre, la coordination, bah, au membre c'est finalement un synonyme de la remise en charge.
si on parle des examens, puisque c'est du soutien qu'on fait là, mais c'est un peu ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'il y aurait ceux qui osent mettre les patients en charge dans les examens et ceux qui osent pas. Après, la réalité, c'est aussi qu'il y a plus de danger à mettre quelqu'un debout, il y a plus de choses à animer, plus de choses à faire et à proposer, et puis plus à réfléchir au contexte. Par exemple, ai-je le droit de mettre debout la personne? Et puis quand on est debout, quand on est en chaîne fermée, inversion de point fixe, on va avoir des fonctions musculaires plus compliquées à analyser. Donc un mouvement analytique, monoarticulaire, il est assez facile à analyser, on arrive à le cibler. Quand il faut décrire un mouvement complexe, vous décrivez des squats suivis d'un saut en l'air, comme on verra dans une vidéo tout à l'heure si vous souhaitez qu'on fasse cela, eh bien c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, c'est vrai que expliquer du compliqué, on ne peut pas être aussi exigeant, vous vis-à-vis de vous-même et nous vis-à-vis de vous. Donc là, moi, je pense qu'effectivement, il y a des moments où on a le droit de mettre en charge, il y a des moments où on met en charge, il y a un ordre des choses du simple au compliqué, mais parfois on peut chambouler tout ça et décider quand même de démarrer la mise en charge un peu plus tôt, d'anticiper un petit peu les délais et de casser un peu cette règle un peu immuable en se disant finalement la personne âgée qui vient de se casser le col du fémur, on peut la remettre en charge parce qu'il faut qu'elle rentre chez elle. Vous comprenez, dans le contexte actuel, il y a le Covid, les délais d'hospitalisation, pour son bien-être psychologique. Parfois, on peut casser un peu cette logique du plus simple au plus compliqué, du plus analytique au plus fonctionnel. Donc là, ça me permet de faire des grands principes. Donc je réponds au-delà de votre question, mais je pense que votre question, elle est ultra, ultra importante. Donc dites-moi si vous voulez un complément à cette question. Mais du coup, il n'y a pas de règle vraiment où, par exemple, pour une force musculaire, on dit on met en charge à partir d'une cotation 3. Il n'y a vraiment pas de règle par rapport à ça. C'est pas vraiment une règle, c'est que vous, on peut très bien vous dire, est-ce qu'avec un quadriceps à 0 d'un côté, est-ce qu'on peut marcher? Donc là, nous, on interroge, puisque vous n'avez pas l'expérience, on interroge votre capacité à raisonner en termes de limitation d'activité. Et donc on se dit, est-ce que tu penses que si tout de suite on t'enlève le quadriceps droit, est-ce que tu es capable de marcher? Beaucoup d'étudiants vont dire, non, attends, même avec un quadriceps à 3, un seul quadriceps déficitaire, je suis même pas sûr de marcher. Bien sûr que oui, que tu marches avec un quadriceps à 3. S'il y en a qu'un et tout le reste est bon, on arrive largement à compenser avec tout le reste. Et si c'est que le quadriceps, il n'y a aucune interdiction à mettre le patient en charge. Les seules vraies interdictions, c'est les interdictions chirurgicales. On n'a pas le droit de faire appuyer quelqu'un qui n'a pas le droit à l'appui. Et puis après, c'est si jamais on met le patient dans des conditions de sécurité incertaines, là, il faut peut-être qu'on se freine de nous-mêmes en disant il n'a pas ses fibulaires, on ne va pas le remettre en charge. Ou peut-être il n'a pas suffisamment de force du moyen fessier, il risque de développer une boiterie. Donc là, c'est plutôt des précautions qu'une réelle interdiction formelle que l'on aurait. Et donc, on navigue là-dedans grâce à plein de petits conseils que l'on vous donne. Et puis, je vous rappelle que pour la remise en charge, on a aussi des aides techniques. Donc, plutôt que d'utiliser des cannes simples ou en 4 temps, on peut aussi utiliser des barres parallèles pour remettre en charge. Dans des barres parallèles, si on est costaud des bras, on peut soulager quasiment 80% du poids du corps. Même plus, on peut tout soulager quasiment. Si on est gymnaste, c'est facile. Donc, du coup, il ne faut pas du tout se priver de remettre la personne verticale. Donc il y a toujours moyen de bricoler et il faut toujours avoir une vision de je veux faire progresser le patient. D'accord. D'autres questions? Allons-y. Alors vous êtes 35, 36, donc c'est encore assez peu, mais c'est quand même nombreux. On mixe les groupes, donc peut-être que certains auraient des questions si c'était dans des petites salles. Là, c'est peut-être un petit peu plus malaisant pour vous. Vous avez le droit de mettre des questions dans Converser. Bonjour, une question s'il vous plaît. Allez-y. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce tuyau-là, mais si vous pouviez faire un point entre la différence entre le système pyramidal et extra-pyramidal. Aussi, on est dedans là. C'est-à-dire que dès lors qu'on se dit qu'en techno UE7, on va évaluer la force musculaire grâce à l'EMFM, on veut tester la commande volontaire finalement. On veut tester la force, la capacité du système nerveux central et périphérique à produire une force via un muscle ou un groupe musculaire. Et c'est même une évaluation musculaire. Donc nous, on vous enseigne en UE7 la kiné active, la kiné passive, et pour évaluer et pour traiter le muscle, pour traiter le mouvement, eh bien, on est bien obligé de s'intéresser aux systèmes qui contrôlent le mouvement. Les systèmes qui contrôlent le mouvement au niveau du système nerveux central, c'est le système extra-pyramidal, la voie pyramidale, la voie extra-pyramidale, et puis il y a aussi le cervelet, il y a aussi l'oreille interne, donc le vestibule. Et puis, évidemment, nous, puisqu'on est sur un cours ou un soutien sur l'ARNM et la proprioception, il y a aussi toute la sensibilité, tous les capteurs, tous les organes de la sensibilité qui renseignent en permanence le cerveau. Le cerveau, il est toujours renseigné
par plein d'organes sur tout ce qui se passe. Et donc, il produit ensuite une réponse motrice adéquate. Alors, le système pyramidal, c'est plutôt la voie de la motricité principale, donc primaire, donc volontaire. Le système extrapyramidal est un petit peu plus le lieu de la motricité automatique. C'est plutôt les noyaux gris centraux, c'est plutôt le fait de déclencher des automatismes. Et dans la proprioception, dans l'équilibre, il y a les réactions parachutes, il y a l'éco-contraction, la capacité de gérer les équilibres agonistes-antagonistes. Toute la coordination, finalement, elle repose souvent sur des apprentissages et sur des automatismes. Donc, citer ici le système extrapyramidal, c'est une deuxième très bonne idée. Après Kevin tout à l'heure, qui nous a mis sur la remise en charge en disant c'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Son intuition, il a raison de parler de ça en premier, et vous avez sans doute aussi raison de dire mais qu'est-ce qui produit le mouvement, qu'est-ce qui contrôle le mouvement? C'est le système nerveux d'abord, et ensuite le muscle, ça n'est que le laquais, le valet, l'effecteur du système nerveux. Donc cerveau, cervelet, tronc cérébral, puis moelle épinière, puis les plexus, les nerfs périphériques se distribuent dans les muscles, et tout ça doit s'harmoniser, se coordonner. Et il y a, on va dire, un pilote, un chef d'orchestre qui est le système nerveux central. Et dedans, il y a la voie pyramidale, la voie extrapyramidale, qui sont les deux principales, on va dire, sources de commande, on va dire. Donc, extrapyramidal, plutôt les noyaux gris centraux, les noyaux gris de la base du cerveau. Donc, on est au centre, au cœur, juste au-dessus de la moelle épinière, pas loin du tronc cérébral. Si on parle de la voie pyramidale, là, on a un cortex gauche et droit au niveau de l'R4 de Brodmann, c'est la frontale ascendante, donc c'est plus sur le côté, et on a donc un côté gauche, un côté droit à ce niveau-là, et c'est ça qui donne la motricité. Et donc c'est une motricité qui est croisée, donc ça veut dire que dans le cerveau gauche frontal, on envoie toute la voie pyramidale démarre là, elle croise au niveau des pyramides bulbaires, et puis elle se distribue sur tous les mi-corps contralatérales. Donc si on a un AVC par exemple sur le côté gauche du cerveau, on est paralysé du côté droit, et inversement. Si on a une attaque, un AVC, un accident vasculaire à droite du cerveau, sur la voie pyramidale droite, on va avoir de manière croisée une hémiplégie gauche, une atteinte au niveau gauche. Donc là, j'ai mis quelques vidéos pour, si on a le temps de regarder les vidéos, où ça ouvre un peu sur des pathologies. Donc c'est pour vous ouvrir là-dessus, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous vous posez encore beaucoup de questions qui sont liées au fait que pour le moment, on ne vous montre que des choses théoriques qui sont un peu décontextualisées et qui restent un peu, on va dire, trop découpé, très découpé. Dans la vraie vie, c'est pas aussi découpé que ça. Dans la vraie vie, on fait pas des bilans aussi exhaustifs et aussi organisés de A jusqu'à Z que cela. C'est ce que vous avez observé au stage S1. Donc vous, il faut que vous confrontiez ce qu'on vous montre les matins à l'école, en travaux pratiques, et puis ce que vous observez en pratique avec vos tuteurs de stage. Est-ce que ça répond à peu près à votre question ? Vous reverrez beaucoup la neurologie, là, les K3 ont fait leur examen de neurologie avant-hier. Donc comprenez que là, vous en êtes au tout début, et il va y avoir de multiples interventions qui vont vous expliquer le contrôle moteur entre maintenant et la K4. Merci beaucoup. Monsieur, moi j'aurais une question. Allez-y. Dans le cours de Monsieur Cordier sur la kiné active, il a parlé d'EMG, mais du coup je me demandais quand est-ce qu'on a amené à en faire. Alors c'est intéressant aussi parce que en kiné de base, dans les salles de kiné les matins, on n'a pas tous les outils, notamment les outils les plus perfectionnés, les plus électroniques, les plus coûteux. Utiliser un EMG, ça peut être utilisé un EMG de surface. Ça veut dire on colle des électrodes comme avec un appareil d'électrostimulation, on met ça sur un muscle et on peut tout à fait avoir un petit écran qui montre l'intensité de la contraction que l'on a. Vous, en EMFM, vous mettez votre main sur le biceps brachial par exemple, vous demandez une flexion du coude et vous faites confiance à vos doigts pour savoir si le muscle s'est contracté. Vous sentez un frémissement, vous sentez une contraction, une ébauche de contraction, il n'y a pas de mouvement, mais vous accordez une cotation 1 en EMFM. Eh bien, ça, vous pouvez aussi rajouter un autre outil de test, un détecteur de contraction, d'activité électromyographique, d'activité électrique, sur le muscle. Donc, vous collez 2 électrodes sur le corps musculaire du biceps, vous réalisez une contraction, vous demandez une contraction volontaire, et vous voyez ou pas la courbe se mettre en place. Soit elle reste plate, ça veut dire qu'il n'y a rien. Dans ce cas-là, vous avez pu croire qu'il y avait quelque chose, mais il y avait une compensation. Ou alors, ça peut être les électrodes qui sont mal collées, mais ça, dans ce cas-là, c'est autre chose. Et donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme traitement. C'est-à-dire, vous pouvez aussi montrer la courbe au patient et lui dire, vas-y, fais monter la courbe un peu plus haut. Dans ce cas-là, on utilise un feedback, un myofeedback.
Donc, pour rééduquer, eh bien, on peut informer le patient en lui donnant la rétro-information de la courbe de contraction électrophysiologique. Donc là, c'est quelque chose de technologique. C'est en gros une rééducation musculaire entre 0 et 1, par exemple, assistée par un feedback EMG. L'EMG, normalement, vous êtes d'accord, ça s'appelle même le NMG, électroneuromyogramme. C'est le neurologue qui plante des électrodes dans le muscle, il demande de contracter et il enregistre les tracés pour voir une récupération nerveuse. Ça, c'est pas le kiné qui fait ça. Mais nous, on peut utiliser des électrodes qui se collent, à la fois pour un peu évaluer et aussi pour utiliser des techniques de feedback. Donc ça, vous pouvez toujours le citer. Vu qu'on est en préparation à l'examen, si vous avez compris cet élément-là, quand vous faites du renfort musculaire ou de l'EMFM, vous pouvez citer cet élément supplémentaire. Donc il y a toujours des examens complémentaires ou des outils supplémentaires qui peuvent être cités. Maintenant, il ne faut pas non plus dire j'aurais bien fait de l'EMG mais de surface, mais vous n'en avez pas. Donc je ne peux pas vous montrer de technique. Il y a des fois des étudiants qui nous disent ça pendant les examens. Je ne pense pas que ça soit votre souhait, Valentine. C'est pas ça que vous dire par votre question. Et donc ce que M. Cordier a dû vouloir dire, ça doit être ça, et c'est effectivement de se dire qu'en termes de kiné active, détecter la contraction d'un muscle, on peut le faire via un appareil qui détecte l'activité et les différences de potentiel. Donc c'est possible de faire cela. Merci. Autre question ? Alors, au fur et à mesure, ça va peut-être être possible de faire avec un petit support. Donc, RNM, reprogrammation neuromusculaire, vous vous souvenez, remettre le muscle et le reprogrammer dans des schémas ou les reprogrammer dans des automatismes. On parlait de système extrapyramidal. Remettre, par exemple, des fléchisseurs de hanche dans une réaction parachute. Je tombe vers l'avant, je fais une flexion de hanche pour avancer mon pied, pour me rattraper, et je me rattrape, je ne tombe pas. Donc ça, on va imaginer que ça se rééduque, ça aussi. On rééduque la force, bien sûr, de fléchisseur de hanche, mais on peut aussi rééduquer la capacité de réutiliser ces muscles dans des situations plus fonctionnelles, plus automatiques, ou on va dire plus sportives ou plus professionnelles. Donc tout ça, ça appelle des éléments, l'équilibre, la coordination, mais aussi des fonctions proprioceptives. Sauf que quand on dit RNM, on peut élargir le concept en disant tout ce que je viens de vous dire là, c'est de la RNM. Tout est RNM finalement, ou presque. Tout ce qui n'est pas analytique pur serait de la RNM, mais on peut aussi se dire que la RNM, ça peut être simplement remettre un muscle dans une chaîne et travailler spécifiquement avec une méthode, par exemple la méthode de Kabat que vous verrez en K2. Donc on peut ouvrir plus ou moins le prisme en disant la RNM, c'est un truc très précis, c'est une méthode très précise, avec un nom très précis, ou alors c'est quelque chose d'un tout petit peu plus ouvert. Dès que vous dites à un patient de retravailler son muscle pour transformer en actif une amplitude récupérée en passif, vous vous souvenez, chaque fois qu'on récupère une amplitude passive grâce à une MOB passive, on va demander au patient de balayer cette nouvelle amplitude en actif. C'est pour la reprogrammer dans son cerveau. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On fait de la reprogrammation neuromotrice. Et même un patient qui est totalement paralysé, on lui dit fermez les yeux, vous avez des ischio-jambiers à zéro, imaginez que vous êtes en train de plier le genou. Rien qu'en proposant ça, on est en train de faire de la reprogrammation neuromotrice. Alors on est en train de préparer cette reprogrammation. Le muscle n'est pas encore récupéré, entre guillemets, mais globalement, on est déjà en train de penser à cela. Donc l'idée ensuite de la proprioception, là aussi, on peut soit voir ça de manière très neurophysiologique, soit ce sont les récepteurs, les capteurs, les Golgi, les Pacini et tout ça, les fuseaux neuromusculaires, et c'est que ça qui informe le cerveau pour produire des réactions adaptées via les systèmes pyramidaux, extrapyramidaux, et on produit une commande motrice correcte et proportionnée. Clairement, la proprioception, c'est aussi une méthode de rééducation. Dès qu'on met quelqu'un sur une situation de déséquilibre, dès qu'on la met en charge, on peut considérer qu'on est déjà en train de faire de la proprioception. Mais certains exercices peuvent être faits en disant on cherche à donner des informations proprioceptives au cerveau, et donc là, on est clairement dans un exercice à dominante proprioceptive. Mais on peut aussi se dire tous les exercices ont une petite part de proprioception, et même si on fait autre chose, même si on met la personne en charge pour faire travailler ses muscles en termes d'endurance, par exemple, eh bien la proprioception travaille quand même un peu. Donc là, ça dépend de la volonté du kinésithérapeute. Vous voyez sur ce schéma central là que la proprioception périphérique, les Pacini, les Golgi, les fuseaux neuromusculaires, 70% de la proprioception totale, donc des informations qui remontent, proviennent de là.
20% du vestibule, l'oreille interne, 10% au niveau de l'œil. Ça veut dire que globalement, on se base énormément pour la coordination et l'équilibre sur la proprioception périphérique. Donc le terme proprioception, il n'est pas galvaudé, il faut réapprendre à utiliser toutes les informations articulaires, musculaires qui remontent au niveau du cerveau pour les transformer le mieux possible. Vous avez vu, c'est une boucle là. Il y a des choses qui remontent au cerveau, transmises au corps, le corps redonne des feedbacks et tout ça, ce sont des boucles. Donc la proprioception, c'est un peu tout cet aspect-là en boucle qui permet de faire travailler correctement le corps, d'avoir une réponse proportionnée, comme je le disais avant. Est-ce que sur il persiste des choses qui ne sont pas claires pour vous sur ce dimensionnement? Moi, je ne peux pas mettre un point final en disant l'ARNM, ça n'est que le CABAT. Tout ce qui n'est pas CABAT n'est pas RNM. Je ne vous aiderai pas beaucoup parce que le CABAT, vous le voyez qu'en deuxième année, et on vous demande de faire de la RNM dans l'esprit en CAM. Pareil, la proprioception, je pourrais vous dire, c'est que la partie remontante, c'est que la partie sensitive, afférente, c'est-à-dire les informations qui reviennent au cerveau, et c'est tout. Ben non, c'est pas ça la proprioception. C'est aussi la production ensuite d'une coordination inter- et neuromusculaire adaptée, proportionnée pour répondre à un équilibre unipodal, à la station sur un plateau de Freeman, etc., etc. Des questions? N'hésitez pas, allez-y. Ok, alors. Ce qu'on a, nous, dans nos fiches un peu historiques à l'école de kiné, c'est toutes ces bases qui correspondaient finalement à ce courant CABAT, reprogrammation neuromusculaire, ce que je vous avais expliqué, Knut Evos, Eric Viel, qui ont écrit des ouvrages pour proposer des méthodes de rééducation qui concernaient la reprogrammation neuromusculaire. À l'intérieur de celle-ci, il y avait les notions de proprioception qui étaient reconvoquées. N'oubliez pas la logique d'information nécessaire. On disait même que c'était la rééducation historique sensorimotrice, c'était les débuts, que l'on utilise beaucoup maintenant, plutôt en neurologie centrale chez les patients AVC. Et puis vous voyez que la reprogrammation, c'est de remettre finalement des muscles isolés qui ont été blessés ou qui sont affaiblis ou en tout cas qui ont été déprogrammés ou mis hors course. On les remet dans des chaînes. Je vous ai évoqué les réactions parachutes. Je vous ai évoqué l'équilibre, mais il y a aussi des chaînes de fixation qui sont utiles et que vous voyez en biomécanique avec les autres intervenants. Donc l'idée, c'est d'essayer de remettre en route certains muscles qui seraient un petit peu flemmards et qui tarderaient à se remettre dans le coup à l'intérieur de chaînes, à l'intérieur de mouvements automatiques. Parfois, le système nerveux peut les avoir exclus temporairement parce qu'on était dans le plâtre, parce que le muscle était fragile, faible, parce que le patient, il a compensé, il a pu utiliser ce muscle parce que le muscle était trop faible ou la personne avait peur d'avoir mal, etc. Donc l'idée, c'est de remettre le muscle dans sa fonction parce que c'est pas toujours automatique, ça ne revient pas tout de suite avec la force, et des fois, il faut des exercices, des mises en situation pour reprogrammer le muscle à l'intérieur du système nerveux central ou périphérique. Donc là, c'est juste pour vous montrer ça, il n'y a pas du tout besoin d'apprendre cela, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelques années, on enseignait cet aspect-là pour dire il y a une définition de la reprogrammation neuromotrice, neuromusculaire. Ça, vous le reverrez en CABAT, en K2. Retenez l'intégralité de ce que je vous ai expliqué. Et puis après, on se dit que, vu qu'il y a beaucoup de récepteurs qui sont articulaires, vu qu'il y a beaucoup de récepteurs qui sont musculaires, on peut se concentrer sur une articulation. Puisque la plupart du temps, on va réaliser une rééducation localisée en ostéo-articulaire. J'ai eu une entorse de la cheville, j'ai eu une fracture du genou, j'ai eu une luxation de l'épaule, j'ai eu une tendinopathie du coude. Si j'ai besoin d'une rééducation proprioceptive ou de reprogrammation neuromusculaire, on peut donner des modèles et des exemples. Comment rééduquer une cheville? Avec des stabilisations rythmées, en se mettant en unipodal, en se mettant sur des plans instables, en le faisant dans une logique de progression et dans une logique de reprogrammer à la fois la cheville, mais les muscles aussi, fibulaire, triceps sural, tibial antérieur, à l'intérieur des exigences propres à la cheville, qui est de maintenir un équilibre, d'assurer un appui stable, de permettre des mouvements de flexion-extension adaptés lors de la marche, etc., etc. Alors, je vois une question. Peut-on faire de la RNM en thérapie miroir? Oui, on peut considérer ça en soi, mais la thérapie miroir, c'est encore autre chose. C'est une thérapie, vous savez, des fois, on peut mettre... je ne me mets pas face au miroir, mais je peux très bien rééduquer une cheville dans le plâtre. Par exemple, j'ai une cheville qui est complètement dans le plâtre et qui ne peut pas bouger. On peut très bien, en mettant un miroir en plein milieu, entre mes deux pieds,
faire croire à mon pied gauche dans le plâtre qu'il est en train de bouger parce que je suis en train de regarder le miroir et je vois les mouvements de mon pied droit. Vous voyez un petit peu l'histoire? On peut faire un leurre au niveau du cerveau. Ça, c'est la réponse pour Lola dans les conversés Zoom. On peut tout à fait envisager de faire cela. Et là aussi, on prépare un peu de la RNM. C'est-à-dire qu'on prépare, et un petit peu comme dans les mouvements imaginés, je ferme mes yeux, j'imagine que je fais bouger ma cheville, alors que je ne peux pas parce que je suis bloqué dans le plâtre. Eh bien, je peux aussi réaliser cela avec de la thérapie miroir. C'est une manière de laisser le système nerveux dans le cou. Il y avait une autre question au-dessus. On peut faire le test de Van Voren pour savoir si on peut mettre le patient en charge? Oui, c'est ce qu'on avait répondu tout à l'heure. Ok, donc vous voyez un petit peu, donc l'idée c'est qu'il faut décliner des progressions au-delà du renforcement musculaire analytique avec les protocoles jusqu'à 5 où on récupère la force. Eh bien, il y a aussi cette idée derrière la tête que vous devez avoir, c'est de remettre le muscle dans sa fonction. Et si c'est une articulation qui est traumatisée, il vous manque des amplitudes et autres, il faut aussi remettre les articulations, le segment de membre ou le membre inférieur dans son entier ou supérieur dans sa fonction. Donc, soit vous schématisez ça, vous résumez ça au fait de dire il faut faire un travail fonctionnel, ou alors vous vous dites sur le membre inf, il faut faire du travail en charge, ou alors vous appelez ça de la RNM, ou alors vous dites il faut inclure une dimension proprioceptive à notre rééducation. Tout ça, c'est quasiment des synonymes. Vous avez compris qu'il y avait des subtilités, c'est pas la même chose totalement. Le seul truc qui est interdit pour le moment, en cas 1, c'est de se dire la rééducation, une fois qu'on arrive à 5, la rééduque est finie. Ça, il faut oublier ça. D'accord? Et c'est pas, bah oui, si jamais on me le demande, je prendrai les cannes et je ferai de la remise en charge, mais seulement si on me le demande. Vous êtes d'accord que là, l'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est que vous soyez convaincu qu'une partie de votre boulot, une bonne partie de votre boulot, c'est de remettre le muscle dans sa fonction. Vous êtes des rééducateurs fonctionnels, en plus d'être des rééducateurs analytiques. Donc, comme la dernière fois, je vous avais donné la proprioception. Si on voit ça que sur le versant neurophysiologique, c'est les récepteurs musculaires, fuseaux-neuromusculaires. C'était dans le document que je vous ai donné la dernière fois. Donc, on va s'imaginer que la proprioception, c'est aussi une partie de la sensibilité. C'est finalement tous les éléments sensitifs qui peuvent être utiles à la production de mouvements, et c'est surtout arthroceptif et également musculaire. Donc là, on le voit sous une autre forme, résumé, peut-être un petit peu moins détaillé, statesthésie, kinesthésie, sensibilité proprioceptive inconsciente, etc., etc. Tout ça, ça peut être sollicité par des exercices spécifiques. Donc vous pouvez inventer des exercices qui visent surtout à faire se concentrer le patient sur la position de ses articulations. Vous pouvez réaliser des exercices qui visent à faire des déplacements articulaires rapides qui vont stimuler les fuseaux neuromusculaires et le patient va devoir s'adapter à ces modifications rapides. Vous pouvez envisager aussi de faire des exercices qui vont faire varier la position de l'articulation avec le fait que le patient puisse être un petit peu meilleur pour percevoir la position de son articulation dans l'espace. Exemple, sur une rééducation de la main, on s'imagine que sur la flexion de ma métacarpophalangienne du 2, ici, j'ai une position 1, c'est 90 degrés, une position 2, c'est 45, une position 3, c'est 0, en flexion de l'AMP. Je peux très bien dire au sujet, Ferring, s'il te plaît, ferme tes yeux, dans quelle position je t'ai mis? Je te rappelle, ça c'était la position 1, ça c'était la position 2, ça c'est la position 3. Donc là, je te mets où? 1, non, c'est faux. Là, je te mets où? Ah oui, là c'est 1, ok. Là c'est quoi? 2, oui, ok. Là, c'est quoi? 3. Là, 1. 3. 2. 1. 3. C'est bon. Au niveau proprioceptif, t'es rodé. On t'a proposé un exercice proprioceptif. Vous comprenez que l'exercice, il ne peut être que arthroceptif. C'est un exercice que je me suis donné à moi-même et c'est du membre supin. Donc, on est hors du fait de dire qu'il y aurait de la proprioception que pour le membre inférieur et qu'en charge. Donc, ça, c'est déjà un exercice. Et c'est un exercice qui va être utile pour améliorer la conversion des progrès moteurs que vous aurez fait faire aux patients pour qu'ils puissent récupérer la meilleure fonction possible. Alors pour répondre à Charlène, est-ce que la proprioception peut intervenir avant 5? Oui, j'ai répondu à ça tout à l'heure. Même quand le patient est dans le plâtre, même quand il est dans le coma, simplement en le mobilisant, en lui parlant, en lui expliquant, on est déjà en train d'imaginer qu'il faut qu'on informe son cerveau et qu'on laisse connecter le cerveau à son corps. Donc même dans le coma, on fait de l'ARNM, vous imaginez. Donc quand on est dans le plâtre, les mouvements imaginés, fermez les yeux, imaginez que votre cheville bouge quand même malgré le plâtre, et imaginez des mouvements de flexion-extension, c'est déjà de l'ARNM.
D'accord? Donc ça veut dire que rien qu'en imaginant cela, dans le cerveau, s'allument des zones qui s'allument normalement quand le muscle change de position via la sollicitation des fuseaux neuromusculaires qui envoient ces informations sur la longueur du muscle au système nerveux et donc au cerveau. Donc oui, Charlène, absolument, il faut même y penser dès le début. Il ne faut pas se dire c'est seulement quand c'est à 5 que je commence à m'y intéresser. Donc vous voyez la liste des récepteurs. Juste avant, on était sur les modes de sensibilité. Donc on peut choisir un exercice qui cible un petit peu plus cela que le reste. Mais on peut aussi se dire, j'ai envie d'aller titiller un peu les Golgi, j'ai envie d'aller travailler sur les fuseaux neuromusculaires. On peut aussi s'imaginer qu'on fait sa RNM avec cette espèce de philosophie ou cette entrée dans cela. Excusez-moi. Vous vous rappelez, attendez, je vais vous montrer la vidéo, puis je vous réponds après, Rémi. Vous vous souvenez que la proprioception, pour beaucoup, c'est aussi des exercices. C'est aussi des parcours de proprioception. C'est-à-dire que vous allez nous proposer beaucoup des parcours de marche quand vous rééduquerez le patient à la marche. Pour vous, rééducation à la marche, ça sera parcours de marche. Pour un sportif, ça va être parcours d'équilibre. Donc là, vous voyez qu'il y a une alternance de réception, de saut, d'éléments qui simulent et qui miment ce qu'il doit faire dans son activité sportive. C'est aussi l'utilisation de plein d'exercices et de plein d'outils à la fois gymniques. On voit les espaliers, on voit des plinths, mais on voit aussi des tas de parcours d'obstacles plus propres, plus propices à de l'entraînement musculaire. Et donc, on voit aussi des bosus. On voit plein de choses qui peuvent être utiles et figurer dans tous les cabinets de kiné, pas seulement de kiné du sport, des ballons de Klein. Vous voyez un petit peu tout ça. Donc là, il refait tout ça. Et donc, on voit un peu tout ça. Des agrès, vous voyez, c'est de la gymnastique. Donc, qui plus que le gymnaste doit avoir une coordination parfaite, travailler des milliers de fois. Vous avez vu, c'est ce qui est marqué sur les posts là. Facebook, c'est de dire que tout ça, il l'a inventé, bien sûr, ce parcours. Il veut faire le buzz, bien sûr. Mais il veut surtout s'entraîner pour être le meilleur au ski. Et il estime que ça, c'est une préparation qui lui permet de le faire. Hors blessure. Mais comprenez que quelqu'un qui ferait son sport à lui et que vous souhaiteriez rééduquer, eh bien, vous pourriez lui proposer un parcours de proprioception. Peut-être pas aussi difficile que celui-là. Hein. Lui, il en a fait un petit peu presque un autre sport encore. Peut-être qu'il gagne plus d'argent dans ce sport-là que en postant tout ça. Il est plus célèbre qu'en étant champion du monde dans son sport habituel. Oui, Rémi ? J'ai du mal à différencier du coup la différence entre RMN et proprioception. Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, Rémi. Je vais essayer de réexpliquer à nouveau. Donc, la reprogrammation neuromusculaire, c'est soit les méthodes type Kabat qui servaient à faire de la rééducation un peu globale dans des chaînes, soit c'est tout simplement et de manière élargie, à chaque fois que vous avez envie de ne pas laisser le muscle ou l'articulation se déprogrammer du cerveau, et là c'est le muscle, hein, puisque c'est RNM, neuromusculaire, dès que vous voulez faire cela, à quelque étape que ce soit, eh bien c'est tous les éléments que vous allez mettre en jeu pour garder le contact entre le muscle et le cerveau. Ou remettre le muscle dans des activités qui sont plutôt à la base cérébrale, les automatismes ou la motricité volontaire, mais très précise. Exactement ce que ce garçon vient de faire en proprioception. Il y a beaucoup d'automatismes, beaucoup de choses travaillées et retravaillées, mais il y a aussi des choses qui sont quand même à la base volontaires, quoi. Hein, c'est pas que de la motricité automatique. La proprioception, si on regarde par le tout petit bout de la lorgnette, c'est les récepteurs divers et variés, articulaires et musculaires, qui renseignent le système nerveux central pour produire la coordination, etc. Donc les deux sont intimement liés, on est d'accord. Donc ça veut dire que s'il persiste aujourd'hui une petite confusion, une petite incertitude sur votre capacité à expliquer la différence entre les deux, moi je préfère que persiste cette petite incertitude de votre part, mais que vous restiez convaincu qu'il faut remettre le muscle dans le cou, via la proprio, via la RNM, qu'importe. Et si vous savez pas très bien doser en disant je suis pas sûr d'être en train de faire plus de la RNM ou de la proprio, j'ai envie de vous dire, c'est pas un drame en K1, quoi. Et c'est même pas un drame jusqu'en K4, selon moi. Les K4, les K3 qui ont passé leur examen de neuro n'ont pas forcément été en mesure de nous expliquer réellement la différence entre les deux. Donc moi, ce que je refuse, c'est de vous donner une définition à moi que vous apprendriez par cœur juste pour avoir des points dans un examen. Ça sert à rien, ça. Parce que persisterait quand même cette part d'incertitude que vous avez raison de donner. C'est pas grave si vous n'êtes pas encore complètement sûr de la différence, puisque les deux participent au même système, en fait, finalement. Hein, c'est des choses qui sont dans le même pack, quoi. Ok, merci. J'ai une petite question.
Allez-y, Lucie. Qui me vient sur quand on a un patient et qu'on le prend en charge, s'il y a un déficit de force et qu'en même temps on sait qu'on devrait faire de la RNM et donc travailler un petit peu la proprioception, est-ce que parfois, je crois que c'est en lien aussi avec une question de Charlène, est-ce que parfois c'est pas aussi intéressant de travailler de la proprioception ou du moins remettre le mouvement dans son schéma moteur sans forcément avoir acquéri encore toute la force? Oui, c'est même indispensable. Hein. Ouais, c'est vraiment, ouais, vous avez raison d'enfoncer le coup. Proprioception beaucoup plus tôt pour finalement que la personne retrouve son schéma moteur avant de développer la force. Ah oui. Exemple, vous n'avez pas le droit d'appuyer sur une cheville fracturée, vous allez juste enlever le plâtre pour l'instant, mais vous n'avez toujours pas le droit de prendre appui dessus. Ben, vous pouvez faire rouler une balle de tennis sous la plante du pied, vous sollicitez les capteurs plantaires, vous faites de la flexion, vous faites de l'extension de cheville. Ben, tout ça, ça réinforme. Donc soit vous le faites en disant, ben, je masse la voûte plantaire pour faire du retour veineux, donc vous pourriez avoir envie de le faire pour ça, avoir l'idée, mais en même temps, ça stimule les capteurs plantaires, ça fait de la proprioception, ça donne des informations à une phase où vous n'avez pas le droit de vous mettre en charge, par exemple. Donc oui, bien sûr. Donc parfois on le fait sans s'en rendre compte, sans forcément que ça soit l'objectif principal de l'exercice, mais la plupart des exercices, et même tous les exercices de kinésithérapie, participent à ça. Après, vous pouvez augmenter l'effet de tout ça, augmenter cette intention-là, en disant au patient, concentrez-vous bien sur ce qui se passe sous la plante du pied. Et on peut très bien chercher à amplifier ces stimulations pour majorer les effets proprioceptifs de ce qu'on propose aux patients. Donc oui, absolument, dès le début. Si je vous ai dit, même dans le coma, il faut commencer. Donc la réponse, c'est 10 fois oui. Est-ce qu'il faut commencer à penser proprioception et à mettre en place des sollicitations, des consignes et des exercices dédiés avant d'être à 5? Bien sûr que oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire du trampoline en unipodale sur quelqu'un qui n'a pas le droit d'appuyer ou qui n'a pas de fibulaire. Hein, c'est pas ça que je vous dis. Bonjour et bienvenue chez Athlète Conseil. Vous vous rappelez aussi, quand on fait des exercices un petit peu plus simples, dès qu'on fait du travail du quadriceps, par exemple, quand ce quadriceps sur un sportif il est atteint, touché, lésé, il peut être faible temporairement, eh bien on peut être amené à choisir de travailler de l'excentrique. Donc cet excentrique dans un mouvement de squat, à la phase descendante, eh bien on peut s'imaginer que ça nécessite aussi de la coordination, tout ça. Donc là, on descend tout doucement, le quadriceps gauche est le plus touché, mais vous avez vu, il doit s'équilibrer ce garçon pour descendre en unipodale sur son membre inférieur gauche. Et donc là, forcément, il faut tout un tas de coordination au pluriel pour réaliser cet exercice. Donc soit ils le font dans le cadre d'une rééducation après une lésion musculaire, soit ils le font simplement pour augmenter leur contrôle proprioceptif, c'est-à-dire la qualité motrice de cet accroupissement, de cette descente sur le banc. Vous comprenez qu'au début, ça peut être un petit peu bancal, ça peut descendre un petit peu en biais, ça peut descendre à une vitesse un peu mal maîtrisée, mal contrôlée. Sauf que là, cette descente en excentrique, à force de le travailler, ça va s'automatiser et on remet le quadriceps peut-être lésé, ou avec un problème de genou plus global, eh bien on le remet dans une fonction un peu moins artificielle qu'un exercice analytique sur table, en procubitus par exemple. Vous comprenez que c'est déjà un exercice de RNM, ça. Mais bien évidemment, il peut aussi être fait pour d'autres raisons. Aider la cicatrisation, recommencer à muscler le quadriceps avant une reprise de sport, etc., etc. Mais ça peut aussi être une partie de leur entraînement à ces sportifs. Hein. Eux, c'est des champions de sprint, donc il n'y a pas de souci. Donc la manière de systématiser, dès qu'on fait une activité musculaire statique, c'est plutôt facile à contrôler. Dès que c'est dynamique, il ne faut pas se tromper, quoi. Il y a une coordination nécessaire. Et donc, par exemple, pour le membre inf, il y a des réceptions, il y a des propulsions, vous l'avez vu tout à l'heure avec le skieur. Et puis, il y a aussi certains éléments qui sont préparatoires, des activités d'équilibration, des gestes plus ou moins balistiques, mettre ses bras en écartement un peu comme un funambule. Vous voyez bien qu'il y a à chaque fois des amplitudes, des courses, à chaque fois il y a des modes de contraction, et à chaque fois il y a des chaînes ou des situations dans lesquelles on sollicite ses muscles. Donc, tout ça, c'est une diversité qui peut faire peur au début en K1, mais il y a énormément de situations d'exercice que vous allez devoir explorer, exploiter, et c'est en allant en stage, vous avez 7 stages, vous allez voir plein de situations d'exercice, plein de familles d'exercices, chez tous les kinés avec qui vous travaillerez dans tous les champs disciplinaires où vous irez en stage. En neuro, ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on fait en ostéo-articulaire, ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on fait en pédiatrie, ça ressemble pas exactement aux exercices de gériatrie. Tout ça, vous allez remplir votre caisse à outils d'exercice. Alors si pour l'instant vous vous sentez limité dans la proposition d'exercice, là aussi, c'est pas vraiment un drame.
vous allez petit à petit augmenter le nombre d'exercices que vous maîtrisez et auxquels vous penserez chaque fois que vous aurez un nouveau patient. Vous êtes seulement entre le S1 et le S2. Personne ne peut vous blâmer si vous vous sentez un peu limité parfois dans l'invention d'un exercice révolutionnaire. C'est un peu normal que vous vous sentiez un peu limité. Donc quand c'est comme ça, vous ressortez quelques exercices que vous maîtrisez correctement, quelques techniques de base, que ça soit en kiné active, mais c'est valable aussi pour la kiné passive. Revenez à vos bases, ce qu'on vous explique, même si c'est un peu enfermant, même si c'est un peu trop cadré. Hein, pour vos tuteurs, ils vous diront que c'est un peu trop classique, un petit peu trop scolaire. C'est pas grave, commencez par le scolaire et petit à petit, vous vous émancipez. Donc tout simplement, plutôt que de faire le système du skieur, simplement demander à un patient qui est en fin de rééducation de faire des sauts en bipodal et des réceptions. Donc la propulsion, elle est intéressante, la maîtrise du passage au-dessus de l'obstacle, elle est intéressante, le fait de le faire latéralement, c'est intéressant aussi, et la réception est intéressante. Chacune des phases que je viens de décrire là nécessite une certaine coordination, c'est un travail de RNM, c'est un travail qui nécessite d'intégrer des données proprioceptives, ça fait de la proprio, ça fait de la RNM. Moi, si je vous demande un travail de RNM pour, par exemple, un quadriceps ou je sais pas moi, au niveau du bassin, il y a une fracture de bassin ou je ne sais quoi, ou de stabilisation de cheville, vous voulez pas encore faire de l'unipodal, vous le proposez aux sportifs ou aux sujets du bipodal comme ça et des réceptions en latéral. Si vous me vendez ça quand je vous demande de la proprio ou de la RNM, pour moi ça répond à la question, j'ai pas de souci sur le fait que ça soit une bonne réponse. Donc après, le pourquoi du comment, c'est plus de la RNM que de la proprio. Je crois que le but, c'est pas de rester sur cette polémique ou sur cette subdivision-là. Comprenez que parfois, les patients, ils vont avoir besoin que vous les mettiez dans ce genre de situation. Et ça, c'est de la kiné. C'est de la kiné aussi quand on sollicite l'équilibre dans des contextes pathologiques bien plus compliqués. On a vu plusieurs fois le sport, là, mais on a évoqué la neurologie. Prenons des blessés médulaires, c'est des vidéos qu'on reverra dans les cours sur les blessés médulaires en 4-3, ce monsieur qui a eu une paraplégie, eh bien, il est amené à se déséquilibrer au niveau du tronc parce qu'il est paralysé partiellement des membres inférieurs. Et donc, sa kiné, Madame Mauduit, que vous connaissez, lui fait travailler des exercices de déstabilisation via le déport de ce ballon lesté, mais également via le fait de modifier le placement de ses membres supérieurs et donc de modifier tout doucement la localisation de son centre de gravité, de son centre de masse, surtout lorsqu'il fait des mouvements asymétriques. Quand il lève les bras au-dessus des épaules, eh bien, il a du mal à se maintenir. Donc les déstabilisations peuvent être ludiques, la proprioception peut aussi être ludique. Le dos est décollé du dossier, il est en appui sur ses pieds, il arrive à bouger un peu ses jambes, il est paraplégique incomplet. Et donc il y a des exercices faits avec le kiné, avec des cibles, des exercices faits avec des engins pour se déstabiliser via les contrepoids que vous voyez là, et il y a aussi de l'équilibre dynamique. Passer de semi-couché à assis, eh bien, ça nécessite une coordination importante, une vitesse réglée pour pouvoir arriver en position assise grâce au contrepoids et à l'accélération. Donc là, on essaye de garder la projection, le centre de gravité dans la projection sur la table et au sol du polygone de sustentation. Et donc après, vu qu'il a des abdos, vu qu'il a des fléchisseurs de hanches, on peut aussi faire des stabilisations rythmées et essayer de le déséquilibrer. Ça, c'est ce que vous connaissez, vous pensez que l'équilibre, c'est du travail en force des abdos. Il faut pousser pour que les abdos soient forts. L'équilibre, c'est tout ce que vous avez vu là. Donc tout ça, c'est un travail proprioceptif. Tout ça, c'est un travail peut-être de reprogrammation neuromusculaire, de choses qu'on a fait en analytique précédemment dans la rééducation. Donc là, il utilise tout, hein. Il utilise le petit peu de force qu'il a dans les jambes, il utilise la force de ses abdos, et bien sûr, il utilise ses bras qui sont complètement normaux. Je vous rappelle qu'il est paraplégique, c'est une atteinte de la moelle épinière. Donc, quand vous êtes en rachis, quand vous serez en rachis l'an prochain, vous allez voir des exercices de rachis. Cette année, vous le verrez sur le versant des tests. Donc, les tests musculaires, le test canadien, par exemple, que vous allez envisager, qui est 2 traits tracés sur la table, eh bien, ça correspond à des crunchs, c'est-à-dire la flexion du tronc, segment lourd, donc le tronc et la tête, sur segment léger, les membres inférieurs, par une contraction dynamique concentrique des grands droits de l'abdomen. Et donc, ce mouvement-là, il nécessite d'être maîtrisé. Quand vous dites au patient de faire un crunch ou de faire des abdos, lui, il peut très bien mal faire l'exercice. Vous ne voulez que du dynamique du tronc, des grands droits de l'abdomen, il peut très bien être amené à faire de la flexion au niveau des coxofémorales. Comment vous faites pour lui expliquer que vous ne voulez que de la flexion
au niveau du tronc, que de la flexion au niveau vertébral. Il faut lui expliquer, quand tu fléchis comme cela au niveau de tes hanches, donc on essaie de lui montrer, on lui montre cette petite vidéo et on lui explique qu'on ne veut que de la flexion du tronc et qu'on ne veut pas de flexion de hanche. Donc dans cette logique, eh bien vous devez comprendre qu'un patient, on peut lui demander de gainer et de verrouiller complètement ses coxofémorales pour ne réaliser qu'un mouvement dynamique au niveau des vertèbres. Si on veut solliciter que les grands droits en dynamique, vous devez être capable d'enseigner ça à un patient. Et donc ça, c'est bien de la coordination, on est d'accord. Le patient, au début, il fait l'exercice n'importe comment, vous devez le corriger. Dans n'importe quel exercice, s'il le fait comme ça, vous voyez, par exemple, il fait que ses fléchisseurs de hanche en dynamique. Nous, on veut que les grands droits en dynamique. On veut qu'il n'y ait que les grands droits qui se raccourcissent. Ben ça, vous allez devoir le comprendre, vous, et ensuite être capable de l'enseigner, de l'expliquer au patient, de lui trouver des subdivisions d'exercices pour qu'il maîtrise le mouvement. Quand vous avez dû comprendre les rotations de genoux, il a bien fallu que vos muscles arrivent à produire des rotations de genoux, on est d'accord. Quand vous l'avez fait sur vous en volontaire, en actif. Eh bien, c'est la même chose pour tous les mouvements du corps. Dès que le mouvement se complexifie, il faut que vous arriviez à comprendre de quoi est fait ce mouvement. Là, il n'y a que les fléchisseurs de hanche qui travaillaient sur cette fin d'animation, cette fin de vidéo. Tout ça, vous devez le comprendre et vous devez être capable de l'enseigner. C'est votre métier de kinésithérapeute que de faire ça. Donc, toutes les situations d'exercice, dans quelque champ disciplinaire que ce soit, il y a une nécessité de coordination. Il y a des chaînes musculaires qui se mettent en place. Toute cette chaîne infralatérale, cette chaîne, gauche, médiale au membre inférieur et infralatérale au niveau du tronc et du membre supérieur, correspond certes à un exercice des adducteurs de la hanche gauche, mais les adducteurs de la hanche droite travaillent en même temps, c'est ce que vous avez montré, mais cette fois-ci en actif libre et non pas en chaîne fermée. Et donc là, vous devez être capable de décrire un exercice complexe comme cela. Donc là, si on le repasse, cet exercice, qui peut essayer de me le décrire? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Allons-y. Essayez peut-être d'écrire pour ceux qui sont timides. Vous voyez que c'est surtout un exercice excentrique des adducteurs. Est-ce que tout le monde repère le moment où on fait de l'excentrique des adducteurs gauche? On est d'accord que c'est un gainage latéral droit en même temps, oui? Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est un exercice de gainage? Vous connaissez les gainages, gainage ventral, dorsal, etc. Donc là, au niveau du tronc, on appuie sur le coude. On est d'accord que tous les muscles latéraux du tronc, par exemple les muscles fixateurs, scapulaires, mais surtout, on va imaginer par exemple le muscle carré des lombes, le moyen fessier droit lorsque le pied droit est au sol. Tous ces muscles travaillent a priori quand on est dans cette position-là, arrêtée. Ensuite, c'est un peu plus compliqué parce que ça traverse, lorsque le pied droit est en l'air, ça traverse via les muscles médiaux du membre inférieur gauche. Donc la chaîne, en fait, elle va partout ici. Elle croise ici, elle va ici. Vous êtes d'accord que tous les muscles qui se contractent, c'est tous les muscles qui sont sur ma petite main. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite main, petite flèche. Tous ces muscles qui sont ici travaillent. Donc là, on va avoir les adducteurs qui bloquent ici, en chaîne fermée. Ça croise ici, et là, on a tous les muscles latéraux du tronc, les obliques, le carré des lombes, etc. Plus le blocage ici, en appui sur le membre supérieur droit. Et donc, les phases que l'on distingue, on part du bas, et quand on arrive ici, on a fini de contracter en dynamique concentrique en chaîne ouverte du membre inférieur infralatéral, on a fini de contracter les adducteurs en chaîne fermée du membre inférieur supralatéral, donc c'était une contraction dynamique concentrique des adducteurs de hanche gauche en chaîne fermée, sur une position de gainage latéral, croisée, et lorsqu'on descend, on a la phase excentrique. Donc là, dans cette phase de descente, on avait cette phase excentrique. Et là, on recommence une phase concentrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que je viens de décrire? Est-ce que vous avez une question? C'est-à-dire que là, c'est un mouvement complexe, je ne vous ai pas menti. Dès que les mouvements sont complexes, ils sont difficiles à décrire. Que vous ne vous sentiez pas encore apte à décrire ces mouvements-là, quoi de plus normal? Maintenant, si vous attendez le jour de la retraite pour être capable de décrire cela, et de jamais le travailler, ça sera un petit peu triste pour vos patients, pour vous, etc. Mais à aucun moment, nous, on vous dit qu'il faudrait, comme ça,
dès le 2e jour de la première année de l'école de kiné, que vous soyez capable de tout décrire un mouvement comme ça. C'est pas ça qu'on attend de vous. Vous apprenez les bases de la synésio, articulation par articulation, de la physio musculaire, et il faut que de l'eau coule sous les ponts et que vous vous entraîniez. Pour le moment, si vous n'êtes pas capable de le décrire correctement, cet exo, c'est pas un drame. Maintenant, quand je vous l'explique, il faut quand même que vous arriviez à capter qu'on est sur de la chaîne fermée et que là, c'est quand même bien les adducteurs de hanche qui sont visés, surtout le membre supralatéral, donc le gauche, en chaîne fermée, en concentrique là, en excentrique là. Donc c'est surtout une rééducation des adducteurs gauche qui est proposée là. Les adducteurs droits travaillent aussi un petit peu, mais c'est beaucoup moins difficile pour eux. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette description ou est-ce qu'il y a besoin que je la refasse? Moi, je vois pas en quoi c'est le membre gauche qui travaille le plus. Donc là, en étant accroché comme cela, pour pouvoir décoller et monter son bassin, vous êtes d'accord que là, il est en abduction de hanche gauche? Oui. Ouais. Quand il va monter, là, vous allez voir, là, il est en abduction de hanche gauche. Paf, là, il est en quoi, là, de hanche gauche? ADD? Il est en position neutre, hein, il est au 0 de référence de Brunner. Donc, il est passé d'une ABD à une ADD. Vous êtes d'accord que, mettez-vous à sa place, il est obligé de pousser sur l'intérieur de son pied gauche, là. Ouais. Fort. Pour contracter tous les muscles qui sont ici. Imaginez-vous dans la situation, ça tirerait dans vos adducteurs, là. Oui? Oui. Donc, ça serait bien les adducteurs qui vous permettraient de vous hisser, comme si c'était une traction un peu. Vous êtes d'accord là-dessus? Et donc là, pour passer de l'ABD, qui est la position de repos, c'est la position ici, là, il est en repos, là. Là, il se tient en appui sur son pied droit. Donc là, il est au repos de ses adducteurs gauche. Donc, quand il remonte, là, c'est dynamique concentrique en chaîne fermée des adducteurs droits, et en même temps, c'est dynamique concentrique en chaîne ouverte des adducteurs gauche, et c'est dynamique des adducteurs droits en chaîne ouverte. Oui? Donc les deux pieds se rapprochent. À la fin du mouvement, il vient toucher son pied gauche avec son pied droit, mais dans le même temps, il a quand même fait une adduction à gauche. Et comme ça se fait contre le poids du corps, c'est ça qui est le plus difficile. Donc c'est un exercice qui cible les adducteurs à gauche en chaîne fermée. Okay. Et comme ça travaille toute une chaîne croisée que je vous ai expliqué là, on est en train de faire de la reprogrammation neuromusculaire. On est en appui. C'est un exercice exigeant, donc c'est un exercice de fin de rééducation. Et un exercice, bien sûr, réservé à des sportifs. Ça, vous ne faites pas faire à une petite mamie qui a eu une prothèse de hanche, bien sûr. Hein. Ok? C'est clair pour tout le monde? Donc les exercices, il faut regarder des tas d'exercices sur YouTube et autres et que vous vous entraînez à essayer de les expliquer, à savoir ce qui travaille. Et il y a plein d'applications où on vous donne la réponse. On va voir après certaines applications où on vous met en rouge les muscles qui travaillent et qui sont sollicités. Donc essayez de vous imaginer ce qui travaille, et quand la réponse est donnée par le logiciel ou par l'animation, vous vous dites, est-ce que c'est à ça que je pensais? Là, on est sur un autre élément. On est sur une rééducation en utilisant une activité sportive, une activité adaptée. On est avec un jeune homme qui est traumatisé crânien, qui a des difficultés de coordination, son cervelet est touché. Et donc là, on se retrouve à vouloir lui faire travailler dans une activité fonctionnelle, ludique, l'escalade avec une parade, lui faire travailler les prises d'escalade sur un mur. Et donc là, il faut qu'il pose ses pieds aux bons endroits, ses mains aux bons endroits, sur les bonnes couleurs. Donc il y a plein de choses qui nécessitent de la coordination neuromusculaire, visuelle. Donc on imagine que là, ces 4 membres sont perturbés parce qu'il a un problème global de cervelet. Et donc là, on est bien en train de faire de la rééducation proprioceptive, on est d'accord, la rééducation neuromotrice. Donc de la reprogrammation neuromusculaire, même si là, il n'a pas la maladie d'un muscle, il n'a pas eu un problème d'une seule articulation, il a un problème plus global, c'est crânien, mais ça revient au même. Vous êtes d'accord que cette activité, elle sollicite globalement la coordination et le contrôle moteur. Oui, on est bien d'accord avec ça? Oui. Alors, donc là, vous voyez un petit peu, c'est des exemples de choses que l'on fait. Donc la rééducation n'est pas toujours analytique. Donc quand on fait cela, il faut se dire qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce que ça nécessite comme capacité, et en quoi c'est un bon exercice pour ce jeune homme à cette période-là. Et parfois, les rééducations sont très globales, en gériatrie, en pédiatrie souvent, neuropédiatrie, en neurologie adulte, on va avoir très très souvent des rééducations qui sont globales. En cardio, on va utiliser de la marche, du vélo, des choses globales pour cibler notre objectif principal. Lorsqu'on est en ostéo-articulaire, on va pouvoir être un peu plus analytique, on va devoir être un peu plus analytique. C'est ce qu'on vous enseigne depuis le début de l'UE7 en K1.
on comprend bien que ce qui est compliqué, c'est parfois d'analyser les exercices avec poids de corps, parce que tous les exercices gymniques, ils sont délicats. Vous avez vu celui avec les adducteurs tout à l'heure. Pour certains, ils ont encore mal au crâne. Donc, c'est pas anormal. Donc, vous voyez un peu comment on peut dédier cela en regardant des vidéos. On peut dire, je vois plein de situations d'exercice dans différents champs disciplinaires, dans différentes maladies, pathologies. Je fais exprès de mettre des pathologies aujourd'hui. Hein. Le but, c'est pas de vous dire comment les rééduquer, c'est plutôt de vous dire que parfois, on va être amené à utiliser cela chez différents patients dans différents champs disciplinaires. Exemple. On va y arriver. Il explique beaucoup. Hein. Voilà. Vous voyez, lui, il est amputé tibial. Il fait des exercices avec sa prothèse ou sans sa prothèse, et il fait par exemple un exercice avec élastique. Beaucoup d'entre vous achètent des élastiques pour nous montrer les exercices. Il y en avait même. Donc là, vous voyez ces exercices un peu, le Elevated Hip Thrust, ça c'est un petit peu du ponté en dynamique. On fait le pont bustal, on appuie sur les pieds, grâce à un plinth, et on réussit à faire de l'extension des hanches. Donc ce sont des bons exercices pour les grands fessiers en dynamique chaîne fermée. Vous voyez que ces exercices-là, c'est un peu plus de la chaîne ouverte, en joignant des mouvements des bras, tout en étant gainé au niveau des membres inférieurs. Donc là, il faut que vous soyez capable de décrire ce gainage nécessaire en chaîne ouverte. Donc là, dès lors qu'on change certaines positions, qu'est-ce que cela change? En termes de gainage, ça change quoi? Quand on fait ces exercices à cette vitesse-là, quelle chaîne est sollicitée? La chaîne rotatoire gauche, mais en même temps l'élévation des bras. Donc si on veut faire travailler le deltoïde moyen et postérieur droit, ça aurait été un bon exercice, par exemple. Là, on est sur du gainage, mais en utilisant un appui contre le mur. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est du gainage ventral qui travaille toute la chaîne antérieure. Abdominaux, fléchisseurs de hanches, quadriceps. Vous voyez, quand on fait cela, exercice fonctionnel. C'est de la marche avec des pas un peu latéraux, avec une résistance élastique. C'est de la marche avec des montées de genoux, avec une résistance élastique. Donc tout ça, ce sont des exercices de kiné, même sans la résistance. Demander à quelqu'un de faire des pas chassés, de monter ses genoux en marchant, ce sont des bons exercices en charge. Donc pour tous ceux qui se disent « j'ose pas mettre le patient debout », marcher sur une ligne, marcher sur la pointe des pieds, marcher latéralement, marcher en montant les genoux, sautiller sur place. Il y a autant de petits exercices utiles, intéressants à proposer aux patients lorsque vous le mettez en charge, et tout ça, ça sollicite le PAC, RNM, proprio. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Coordination, équilibre. Tout ça, ça travaille en même temps. Vous êtes d'accord qu'il travaille tout ça, ce garçon? Lui, il travaille ça parce qu'il aime l'entraînement physique, il fait sa muscu, il fait sa prépa physique. Est-ce qu'il fait un sport X, Y ou Z? Est-ce que c'est la fin de sa rééducation avec sa prothèse? Je serais tenté de vous dire, on s'en fiche. Tous ces exercices peuvent être utiles et ont un niveau de difficulté différent. Certains sont assez faciles, d'autres sont quand même assez difficiles en termes coordinatoires. Donc vous devez aussi être capable de vous dire, ça c'est dur, ça c'est facile. Vous devez entraîner vos yeux à savoir quelle est la difficulté de tel ou tel exercice. Dès lors que c'est une activité sportive, vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passe là. Il y a des déplacements dans tous les sens au niveau des pieds, une fixation, un gainage et des mouvements brusques avec un impact. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut analyser sur le plan biomécanique. Et bien sûr, on ne peut pas analyser tout ça en 3 secondes. On saute du coq à l'âne, mais pas que. À l'échelle un peu plus de l'évaluation, dès lors que vous aurez des patients, vous pouvez analyser leur sens arthroceptique. Vous pouvez faire de la kinesthésie, statesthésie en termes de bilan. Donc dans votre bilan, au-delà du bilan articulaire, au-delà du bilan musculaire, le MFM, vous pouvez aussi avoir envie de placer un bilan des sources d'informations proprioceptives. Puisque vous allez rééduquer la proprioception, vous pouvez dire est-ce que le patient il sent bien la position de ses articulations. Donc ça peut rentrer dans votre bilan, et c'est sans doute des tests que vous montrent vos profs de membres ou que vous montreront certains de vos profs dans un des cours du E7 entre maintenant et la fin de la K2. Il y en a bien un qui aura cette idée-là de vous remontrer ces tests proprioceptifs. D'accord? Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte dans votre stratégie de rééducation. Stand on one leg and try to keep your balance. Be careful and hold on to a wall for support. Donc là, l'idée, c'est simplement de se tenir en unipodal. Commençons par du simple. Vous déchaussez la personne, vous la mettez sur un tapis. Il y a des tapis comme ça dans la salle 17 et il y en a lors des examens.
on voit bien que simplement de se tenir en unipodal, eh bien, ça déstabilise la cheville. Vous avez tous vu cette cheville-là. Hein. On est d'accord que cette cheville, elle tangue de gauche à droite. Donc c'est un bon exercice pour tibial postérieur et pour fibulaire. On voit bien ce débattement latéral en varus valgus au niveau de la cheville, en abduction, adduction, si vous voulez, de l'arrière-pied. D'accord? Donc rien que de se mettre comme cela, pieds nus, on voit qu'il y a du jeu au niveau des articulations et que ça nécessite un contrôle moteur des agonistes, antagonistes du varus et du valgus de la cheville. Donc c'est un bon exercice de remise en charge si on a une pathologie défibulaire, par exemple, le jour de l'examen à la fin du semestre. Donc beaucoup d'exercices ne seront pas démontrables dans ce que je vous ai montré là, mais le précédent, bien sûr qu'il l'est. Donc faites votre liste d'exercices utiles pour les examens, votre liste d'exercices non utiles pour les examens. Et éventuellement aller jeter un œil du côté des applications qui analysent les mouvements. Donc comme ça, vous remettez en même temps, on va dire, du Rashi, UE7 Rashi que vous avez commencé ce semestre, puis en même temps, vous voyez aussi certains muscles qui travaillent et ça vous permet d'analyser un peu les mouvements globaux. Par exemple, ce mouvement-là de dips où on pousse, et où on pousse avec les triceps brachiaux et le grand pectoral. Ces applications, et il y en a moult, vous permettent à chaque fois de revoir qu'est-ce qui travaille. Quand on fait des tractions, le grand dorsal, par exemple, en chaîne fermée. Le brachioradial, puisqu'on est en chaîne fermée, c'est pas mal aussi, il est bien sollicité. Quand on fait cet exercice-là, qu'est-ce qui travaille, etc., etc. Et donc là, ces applications sont sympathiques parce qu'elles vous mettent en rouge les muscles qui sont visés, les muscles qui travaillent le plus. Et parfois, vous vous retrouvez à être étonné, parce que vous-même, peut-être que vous les avez fait quand vous faisiez du sport ou quand vous en faites encore, vous pensiez que c'était un autre muscle qui travaillait. Donc il faut que vous arriviez petit à petit à réguler peut-être des erreurs d'impression que vous aviez de quand je descends au niveau du squat, c'est mes ischio-jambiers qui travaillent, c'est eux les principaux. C'est pas eux les principaux, ils sont un peu sollicités via le paradoxe de Lombard, mais c'est surtout un exo excentrique des grands fessiers et des quadriceps. Ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, donc je vous rappelle le fait de déconstruire certains mythes ou certaines croyances, certaines représentations que vous avez vues. Donc, main sur les cuisses, le premier test, le test de l'épreuve douanée. Vous allez, monsieur, et s'il vous plaît, mettre le bout de votre index sur le bout de votre nez. Allez-y, à droite. Alors, lorsqu'on est en neurologie, mais pas seulement, on peut demander des exercices de coordination au niveau des membres sup. Je vous rappelle que simplement pointer le bout de son doigt sur le bout de son nez, en partant depuis ses cuisses, ça peut paraître tout simple, on peut avoir l'impression qu'il n'y a que de la flexion du coude, mais ça permet de voir déjà si la personne atteint son but. Est-ce que le bout du doigt arrive bien sur le bout du nez? Et surtout, comment il y arrive? Est-ce qu'il y a une petite asymétrie droite-gauche? Est-ce que c'est un peu ralenti d'un côté par rapport à l'autre? Est-ce que ça va un peu en zigzag? Est-ce que sur le plan spatial, c'est normal? Est-ce que si on accélère la vitesse, est-ce qu'on ne voit pas une perturbation? Imaginez n'importe quel sujet, vous tombez sur un sujet de coude au deuxième semestre, en UE7, il n'est pas inutile de demander un test de coordination. Pourquoi pas l'épreuve douanée en disant allez de plus en plus vite et on essaie de voir si la coordination n'est pas un peu perturbée suite à, je ne sais pas moi, un problème de déficit de flexion passive plus une force musculaire du triceps brachial déficitaire que vous auriez rééduqué préalablement. Ça vaut le coup, sur la fin de votre kiné active, après le renfort musculaire à la cotation EMFM, de proposer peut-être quelques tests, quelques exercices de coordination. L'épreuve douanée, c'est un exercice de coordination. Si on veut le compliquer, on peut mettre les bras de cette manière-là, écartés, en crucifix, donc j'ai les bras totalement tendus, et puis on peut faire l'épreuve douanée alternative avec les bras en croix. L'épreuve du crucifix, ça s'appelle. Donc ça, c'est un exercice de coordination des membres supérieurs sur un mode alternatif en flexion-extension du coude. Donc, pour une personne blessée médulaire, elle va avoir besoin, si elle est paraplégique, elle n'a plus la force dans ses jambes du tout, de vivre en fauteuil et surtout de se transférer. Il y aura besoin de travailler la proprioception des membres supérieurs. Ça passe par la sollicitation en chaîne fermée des triceps brachiaux, mais surtout des grands dorsaux. Les grands dorsaux, je vous rappelle qu'ils s'accrochent sur le bassin. On reverra ça en K3 aussi. La rééducation proprioceptive, c'est aussi de remettre dans le cou de nouveaux muscles dans des situations pathologiques particulières. Je travaille mes bras quand j'ai besoin de force pour le béquillage. Je travaille mes grands dorsaux quand j'ai besoin d'être meilleur et d'être plus fort au niveau des bras et plus gymnique lorsque je suis paraplégique et que j'ai besoin de faire mes transferts. À chaque fois, il y a des objectifs
Et à chaque fois, il y a un intérêt à faire de la RNM, à faire de la proprioception, quel que soit le contexte pathologique. Vous allez aller en stage, certains seront avec des amputés, d'autres avec des neuros, d'autres avec des enfants, d'autres avec des sportifs, d'autres avec des personnes âgées. D'accord? Donc tout ça, vous allez croiser ces personnes. À chaque fois, il faudra se dire, on n'a jamais vu. Ben non, vous n'avez pas jamais vu. La RNM et la proprio, vous pouvez tout à fait faire le trait d'union entre ce qu'on vous raconte et ce que vous allez voir en stage S2. Donc le pendant de l'exercice de tout à l'heure, ça peut être un enchaînement, on saute 3 fois sur place, et seulement après, on dépasse le step et on se réceptionne. Donc là, on a à la fois de la propulsion, on imagine un triceps sural qui aurait été coté à 2 initialement ou à 3, vous devez le renforcer et vous proposez un exercice de proprioception, entre guillemets, à la fin de votre examen. Ça peut être cet exercice-là, vous mettez un obstacle et vous demandez à votre cobaye de sauter 3 fois sur place et après de passer l'obstacle. C'est un bon exercice, c'est pas trop dur à décrire. Il y a une propulsion, il y a une réception, il y a une phase en chaîne fermée, une phase en chaîne un peu plus ouverte. Vous devez être capable de vous préparer quelques exercices sous le coude, serais-je tenté de dire, pour pouvoir nous proposer autre chose que de la rééducation en décharge. Bien évidemment, comme d'habitude, on peut aussi s'imaginer que l'extrême nous permet de comprendre des tas de choses. Par exemple, fléchir sur les jambes en squat et pousser très fort, très vite, très coordonné, ça permet de battre des records du monde. Exemple sur record du monde là. Ok, donc là, la personne s'est entraînée pour sauter le plus haut possible et se réceptionner. C'est un jeu débile, vous direz, hein, c'est pas un vrai sport, mais globalement, ça nécessite énormément de force explosive, énormément d'amplitude, énormément de coordination. Donc un peu comme tout à l'heure la proprio, ça nécessite, en plus de la force simple, beaucoup de coordination, alors qu'on pourrait se dire c'est que de la force qu'il faut là. Il faut juste de la détente, quoi. C'est tout. Ben non, il faut aussi qu'il se réceptionne le gars. Hein. Donc il y a aussi toute une coordination, tout un contrôle nécessaire. Quand c'est un patient, exemple un patient qui a un syndrome cérébelleux, il a eu un AVC, ce monsieur, faire cet exercice de quadrupédie, mais qui est finalement plus que de la bipédie, là, puisqu'il en appuie sur le genou droit et sur la main gauche, eh bien ça nécessite de s'adapter, de se positionner, de s'équilibrer, de se coordonner au niveau des segments libres notamment. Et là, on est sur le fameux plan de Bobat qu'on avait évoqué, je crois, tout à l'heure. Alors ça, je vous rappelle, on ne va pas le voir tout de suite, mais il y a sur les vidéos de Lyon l'idée de, finalement, quand on prend les modèles des sportifs, comment un gymnaste perçoit sa position dans l'espace, il est informé en permanence à 70% par ses organes proprioceptifs, mais également par son vestibule, son oreille interne, et aussi par son œil. Le footballeur, il ne va pas mettre un bandeau devant les yeux, sinon c'est du cécifoot, c'est beaucoup plus difficile de faire une reprise de volée comme ça. Donc les informations diverses et variées arrivent au cerveau et permettent la production d'un mouvement excellent, voire parfait quand on s'entraîne beaucoup dans le sport. On l'a vu plusieurs fois. Quand le patient il est fort limité, on se restreint sur des choses toutes simples. Simplement s'accroupir, ça nécessite déjà de la coordination. Simplement marcher sur une ligne, ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de reprogrammation et beaucoup d'efforts cognitifs et autres. D'accord? Donc ça, moi je vous invite à regarder à nouveau ça, et plus vous en connaissez là-dedans, plus vous vous sentez à l'aise pour commenter des exercices et même pour en trouver. Celle-là, on l'avait vu, une vidéo. Quand vous irez dans des conférences, il y a beaucoup de labos, beaucoup de vendeurs qui vendent leur matériel, ils font des démonstrations et parfois vous verrez du matériel identifié, matériel de proprioception, c'est-à-dire ce qui existe en 2021 sur le marché en équivalent du plateau de Freeman. Donc là, les Bosu, ça date maintenant, ça fait longtemps que les Bosu existent, mais il y a plein de personnes qui réinventent des outils pour stimuler la proprioception, pour stimuler les déséquilibres et la rééducation de l'équilibre. Donc nous, on retient le plateau, l'assiette de Freeman, on retient le ballon de Klein. Bien sûr, il y a aussi énormément d'autres supports qui permettent de déstabiliser les personnes. Quand on est blessé médulaire, comme tout à l'heure, vous avez vu la dame qui travaillait en se penchant en avant, mais on peut aussi travailler aux agrès. Donc quand on a besoin vraiment d'une force importante, vous voyez, il est très très amaigri au niveau de ses membres inférieurs, il est paraplégique ce monsieur, il a ses abdos, ses fléchisseurs de hanches, eh bien il peut tout à fait faire des mouvements de gymnastique aux agrès en utilisant des vrais agrès. C'est un équivalent des anneaux, quoi, ça. Donc là, on conçoit que là, c'est utile pour lui dans sa vie de paraplégique, par exemple. Donc peut-être que pour certains, le 5 ne suffit pas.
Vous êtes d'accord que le 5, c'est ce qu'on a quand on est normal. Vous, là, vous avez 5 sur tous vos muscles. Mais certains parmi vous sont plus forts que d'autres dans votre promotion. Et donc là, le jour où vous avez un accident sur un membre, on compare par rapport au côté sain. Mais parfois, il faut aller au-delà de 5 et développer des capacités à la fois gymniques, mais aussi surdévelopper la force et athlétiser. Et donc parfois, on va au-delà de 5 et on doit d'avoir une force de sportif, et là, quasiment de gymnaste. Donc vous voyez comme sa musculature est développée. C'est parce qu'il est paraplégique qu'il a développé cette rééducation-là et cet entraînement-là. C'est pas pour le plaisir d'être fort, c'est pas pour faire de la gym aux agrès, c'est pour aller au-delà de sa rééducation de paraplégique. Est-ce que vous avez des questions? Là, moi, j'ai fini de vous présenter ce que je voulais vous présenter pour illustrer. C'est l'histoire que les choses soient un peu plus claires dans votre tête sur toute la diversité qui existe au niveau de la proprioception et de la RNM. Donc, si vous attendiez qu'on mette un point final à tout ça aujourd'hui, ça n'est pas possible. Si vous attendez qu'on simplifie nos attentes le jour de l'examen, bien sûr qu'on n'attend pas que vous maîtrisiez tout ça. Bien évidemment, je le redis. Donc, quand même, sélectionnez quelques situations proprio, RNM, équilibre, coordination, mettez tout ça dans le même panier si vous le voulez, si vraiment c'est pas clair pour vous, si ce que je vous raconte, je parle trop vite, tout ce que vous voulez, mais soyez convaincus que vous devez aller au-delà de la rééducation analytique et que vous devez poser des objectifs adaptés aux patients. En cas 1, c'est pas des vrais patients, là, on a vu des vrais patients, là, mais comme c'est pas des vrais patients, on va vous excuser d'être un peu décontextualisé. Faites l'effort d'essayer d'y aller un peu. Rien que ça, on va déjà être content. Ceux qui le font, on apprécie énormément. Ceux qui le font pas du tout et qui veulent surtout pas mettre les patients debout sous prétexte de je ne sais quelle excuse, bah c'est pas cool, quoi. Jouez un petit peu le jeu, et nous, on jouera le jeu aussi, quoi. Voilà. Allons-y, quelques questions, si vous le voulez. N'hésitez pas à revenir sur des situations qu'on aurait vues, ou sur des choses peut-être un petit peu plus concrètes, pour revenir un petit peu plus sur le soutien, sur des choses peut-être plus pragmatiques, l'examen, etc. Bah, du coup, si personne n'a de questions, j'aimerais bien revenir sur l'exercice des adducteurs, s'il vous plaît, si vous l'avez sous la main. Ouais, je l'ai sous la main. Donc là, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc j'espère qu'on va pas faire des malheureux, hein, Hugo. Je veux bien le remettre. Mais ils auraient dû parler avant vous, hein, s'ils avaient voulu. S'ils sont déçus, ils auraient dû parler. Bon, voilà, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, voilà. Ouais, Qui parlent ou qui se taisent à jamais, hein, c'est ce qu'on avait dit. Hein. ouais. Ah oui, hein, dans les mariages américains. Bonjour et bienvenue chez Athlète. C'est pas ça, ça c'est la deuxième, troisième. Ça c'était ça, ça c'était ça. Là. Ça, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Alors, quelle est votre question? Est-ce que c'est faux de penser qu'on a aussi de la RNM en soi des adducteurs droits, parce que forcément dans l'exercice, son but à atteindre, c'est de son membre inférieur droit, il doit aller se rapprocher de son membre inférieur gauche. Ouais. Et du coup, c'est forcément de la RNM aussi des adducteurs droits, non? Bien sûr, absolument. Ouais, ouais. Et puis là, bah, le fait de faire en croisé un exercice très exigeant sur les adducteurs gauche, si ça se trouve, c'est le côté sain. Et le côté droit, pour l'instant, il ne peut pas encore trop résister, et donc on essaye de faire un exercice un peu difficile. Ouais, moi, j'avais plus ça comme ça. Bah non, mais vous avez le droit. Après, faites attention, parce que votre cerveau, chaîne ouverte, analytique, etc., peut vous jouer des tours. Hein. Donc là, vous pouvez être un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, à ne vouloir voir d'intérêt que dans le travail le plus ample, celui qui balaye la plus grande amplitude et celui qui sait le plus en chaîne ouverte. Donc concevez quand même bien que la plus grosse tension, si M. Cordier était là, il est peut-être là d'ailleurs, eh bien, la plus grosse tension qui existe au niveau musculaire, l'addition de la tension passive et active, c'est à gauche. On est là, alors que du côté droit, on est à peine là. Hein. Pendant toute la durée de l'exercice, vous êtes d'accord? Hein? Mais pour moi, du coup, c'est plus de la force et de l'endurance des adducteurs gauche, alors qu'on va être sur de la RNM plutôt des adducteurs droits, du coup. Ouais, mais quand même, freinez doucement en excentrique, avec ce poids-là, cette charge-là, bah, essayez-le cet exercice, vous allez voir qu'il est pas facile. Hein. Ça demande ça demande de bien maintenir, vu que c'est du gainage dynamique, les adducteurs, ils sont pas trop faits pour faire tout ça d'habitude, c'est quand même un peu balèze en termes de concentration pour descendre doucement à une vitesse régulière. C'est quand même un exercice proprioceptif, un exercice de contrôle moteur avec une forte résistance tension. Donc je continue à essayer de vous le vendre, mais comme un exercice intéressant de remise dans une fonction. Donc là, bien sûr, c'est un exercice très exigeant. Là, c'est de la préparation physique. On est à la frontière. J'ai vu le terme réathlétisation. On est effectivement sur ce genre d'exercice. Mais les deux adducteurs travaillent. Hein, les deux groupes adducteurs travaillent. Moi, je vous dis pas le contraire. Et donc, on peut très bien imaginer qu'on choisisse cet exercice
pour solliciter les adducteurs droits. Mais attention, hein, faut que la personne soit quand même balèze parce que c'est quand même pas si simple pour la gauche, quoi. Vincent, j'ai une question, oui. Vas-y. Mais plutôt pour Monsieur Riffel. Hugo, pourquoi, quand vous voyez cet exercice, vous pensez que c'est plutôt un travail RNN des adducteurs droits que pour les gauches? Parce que pour moi, le but à atteindre dans cet exercice, c'était que, dans cette position de maintien de gainage, du coup, qui recrutait énormément la force des adducteurs gauche et du coup du membre supérieur droit, avec son membre inférieur droit et donc par l'intermédiaire de ses adducteurs, il devait aller toucher sa jambe supérieure, en fait. Enfin, son membre La cible. Je pense que ce qu'il veut dire, Hugo, c'est que lui il se dit, on vise, on fait une cible. Comme tout à l'heure, le paraplégique. Voilà, c'est ça. Et là, on a une information visuelle. Et du coup, il s'en réfère à uniquement ces informations kinesthésiques et du coup sensitives de ses articulations, tout ça. Alors, quel est l'objectif de cet exercice? On voit le titre, hein. Eh oui. Donc Et là, son adducteur. Si le patient réalise cet exercice, c'est essentiellement pour faire un travail excentrique des adducteurs gauche. Ouais, ok. Ok. et lui, Alors, c'est ce que vous dites là, c'est que le sujet, lui, sollicite effectivement quelque part sa programmation neuromusculaire de coordination, donc il utilise bien le membre inférieur droit pour le faire, mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on parle de reprogrammation neuromusculaire, c'est qu'il y a besoin de reprogrammer. Donc, si la cible ici, c'est les adducteurs à gauche, on peut penser que c'est un exercice extrêmement tonifiant pour les adducteurs gauche, qui a aussi sa part de reprogrammation neuromusculaire, parce qu'il doit contrôler tranquillement la descente, en même temps que le gainage latéral droit. On va considérer ici que le membre inférieur droit est sain, et que il participe en coordination. Mais j'ai envie de dire que si la cible, c'est les adducteurs à gauche, quand on dit reprogrammation, c'est qu'il y a besoin de reprogrammer. On peut considérer qu'à droite, le programme neuromusculaire est normal. Par contre, à gauche, il a été déficient pour X raisons, et on le reprogramme, ici par un exercice où l'intensité musculaire est importante, mais qui nécessite une coordination avec les autres chaînes. Ok. Ça vous va? Ça me va, merci. Et donc là, on est clairement aussi, c'est marqué aussi renforcement. Un strengthening, ça veut dire renforcement. Donc là, effectivement, c'est pour ça que je vous disais de l'attention. Là, clairement, ce qui se renforce le plus, c'est celui du haut, quoi. Hein. C'est le groupe musculaire adducteur du haut. Donc, mais tout ce que vous dites est juste, hein, c'est-à-dire l'idée de la cible, c'est pas idiot et c'est un exercice aussi du bas. Utiliser des cibles en chaîne ouverte, c'est super intéressant et c'est un exercice proprioceptif. Donc pour tous ceux qui se diraient en chaîne ouverte, j'ai du mal à trouver un exo proprioceptif, bah là, c'en est un peu un aussi, quoi. Mais on va plutôt dire c'en est un peu un aussi, quoi. Ouais, je regarde au mauvais endroit. Merci. Ok. D'autres questions? Allez-y, hein, ça peut être large, hein, ça peut être débordé sur toute la kiné active. Profitez que M. Cordier et moi-même soyons là. N'hésitez pas, si certains ont des fois l'impression qu'on vous pose des questions ou qu'on puisse ne pas être d'accord sur des choses, allez-y, hein, rentrez dedans, hein, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Hein. Est-ce qu'il y avait dans la conversation des questionnements? Donc il y avait plutôt des échanges. J'avais posé une question, mais vous y avez répondu finalement. Ok. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus au clair sur toute l'étendue de ce que peut contenir la kiné active, au-delà de ce que vous avez beaucoup vu depuis le début de votre K1, qui peut déborder en K2, K3, K4, qui peut déborder sur vos spécialisations futures dans tel ou tel champ disciplinaire, avec des sportifs notamment, avec des exercices que vous ne ferez jamais sur du patient lambda, genre celui-ci, mais que vous pouvez être amené à faire dans le cadre d'une réathlétisation. Le terme a été employé plusieurs fois dans le fil de conversation, mais qui nécessite d'être analysé quand même. C'est pas parce qu'il y a des haltères et des poids là que c'est pas de la kiné. Vous comprenez ça? Hein, donc il y a il y a de plus en plus de cabinets de kiné qui sont dotés de ce genre d'appareil. Il y en avait beaucoup à une époque, des kinés qui ouvraient des salles de muscu, un peu, on va dire, dans leur cabinet de kiné, surtout à la campagne. Il y avait eu un désamour de cette phase-là, de la mécanothérapie, puis de la kiné active. Et là, ça revient en force avec la réathlétisation, le crossfit et plein de choses. Donc vous allez vous retrouver parfois à vouloir vous spécialiser après
l'école pour utiliser ces espèces d'anneaux là que vous aviez, vous voyez tous ces trucs qui s'accrochent dans les portes qu'on achète sur Wish là, vous avez vu, hein, tous ceux qui regardent un peu tous ces sites là, on peut acheter plein de trucs pour soi-disant se tonifier à la maison. Avec le confinement, il y a eu plein de choses, mais vous devez être les experts de l'analyse de ces mouvements. Vous mangez tellement d'anatomie, de biomécanique, de synésio, d'exercices analytiques. Faites l'effort, il manque pas grand-chose pour pouvoir être capable d'analyser tout ça. Puis après, il suffit d'avoir des échanges, comme on vient de les avoir, M. Cordier, Hugo et moi-même, pour se dire, ah ouais, pour moi, ça pouvait être aussi le membre inférieur infralatéral, mais du coup, bah oui, mais quand même, c'est vrai, ouais, il y a quand même plus de tension, mais quand même, ça fait un petit peu la coordination de dessus, du dessous. Bah oui, on est tombé d'accord, vous avez vu, il y a pas de honte, et on a été globalement d'accord avec ce que disait Hugo. Après, si lui, il voyait pas du tout les adducteurs travailler, c'était aussi votre première question, peut-être parce que le débattement était pas très important. Comprenez bien que c'est super balèze pour les adducteurs gauche, quoi, ça. Des questions? Des choses particulières? Non, justement, concernant les adducteurs, pour les faire travailler en excentrique, est-ce qu'on est obligé de... Enfin, j'imagine que non, mais est-ce que vous pourriez proposer un autre exercice que celui-ci contre pesanteur? Par exemple, en charge, enfin debout. Contre pesanteur ou en charge ou comment, c'est-à-dire? Debout, en charge, en excentrique pour les adducteurs. Debout, en charge, en excentrique pour les adducteurs. Bah, on peut s'imaginer que la pesanteur, lorsqu'on est en unipodal, va plutôt aller dans le sens où le bassin va s'abaisser. Vous êtes d'accord, hein, si vous voulez faire travailler le membre en charge. Imaginez-vous debout en unipodal. Donc là, si vous ne faites rien avec votre moyen fessier, le bassin, il s'abaisse. Donc en gros, si vous le remontez, vous contractez votre moyen fessier en dynamique concentrique. Si vous freinez la descente, vous êtes en dynamique excentrique du moyen fessier. Ça donne ça, hein. On est d'accord? Vous comprenez bien l'idée. Je suis comme ça, je suis en unipodal, je descends comme ça, je remonte. J'ai plié ma jambe gauche là. Je descends doucement en excentrique de mon moyen fessier droit, je monte en concentrique de mon moyen fessier droit. Donc là, c'est plutôt la position droite debout est plutôt adaptée à faire travailler en chaîne fermée le moyen fessier, les abducteurs. On est d'accord là-dessus. Donc ensuite, si vous voulez vraiment les faire travailler, vous allez devoir changer l'action de la pesanteur. C'est pour ça que ce jeune homme, il s'est mis en latéral. Et il s'est mis en chaîne fermée en s'agrippant. Donc c'est plus tout à fait de l'appui. Le pied est plus tout à fait en appui. Donc solliciter les adducteurs, vous pouvez le faire de plein de manières. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, quand vous marchez, les adducteurs, lors du début du pas postérieur, vous avez le pied posé au sol. Dès lors que vous avancez le pied controlatéral, vous ramenez les premiers degrés grâce, entre autres, aux extenseurs de hanche, mais les adducteurs sont extenseurs de hanche dans cette position-là. Donc là, vous vous retrouvez, si vous aviez une patho des adducteurs, vous pouvez demander à la personne de marcher en accentuant son pas, faites des pas de 60 cm, et tirez bien pour avancer le pied controlatéral. Avancez très loin votre pied droit, où vos adducteurs avaient été pathologiques, retirez bien en arrière. Et bien là, vous allez les actionner à l'intérieur d'un schéma d'extension de hanche, un début de pas postérieur, un demi-pas antérieur en appui, on va dire plutôt. Et donc là, vous pouvez imaginer qu'ils sont sollicités en appui, en chaîne fermée, dans la marche. Donc c'est encore mieux, c'est un travail fonctionnel. Donc vous dites, le moment où j'ai le pied appuyé et où je commence mon pas postérieur, la première moitié du pas postérieur, eh bien, je suis en train de les solliciter. S'ils étaient faibles, s'ils sont encore cotés que à 4, vous allez les solliciter à ce moment-là. Maintenant, les travailler en analytique, comme je vous l'ai montré pour mon moyen fessier, là, dans la position debout, je sais pas Jean-Pierre si tu vois une position, éclaire-nous, mais c'est pas trop possible par rapport à l'action de la pesanteur selon moi. Oui, une poulie, mais... Oui, c'est compliqué, mais après, sauf si vous fixez le pied au sol et que vous demandez une contrainte de vouloir rapprocher le membre inférieur tout en gardant le pied fixé au sol. Oui. Donc là, vous allez stimuler toute la chaîne médiale, mais c'est pas analytique. La vidéo que vous avez vue, elle est parfaite parce que là, contre pesanteur, tu peux pas faire mieux. Tu es obligé de mettre le sujet en latéro-cubitus, quoi. Mais si vous êtes debout, vous pouvez être debout, simplement pied au sol, vous demandez au sujet de rapprocher ses membres inférieurs, il ne peut pas, donc contre la résistance du sol, vous êtes déjà ici en chaîne fermée, statique, bilatérale des adducteurs, plus ou moins analytiques. En statique, ok.
Et si vous voulez le faire avec le moins de charge, bah, vous faites glisser quelque chose sous un pied. Hein, quand le sujet est debout, vous avez un poids qui est au sol, vous lui demandez de rapprocher ce poids, vous allez solliciter les adducteurs concernés. Et si vous regardez bien, vous aurez aussi les autres en stabilisateur de hanche. Voilà, c'est des exercices simples. Mais vous avez déjà vu les cuisses d'un footeux ou d'un rugbyman? Ils font pas de la musculation spécifique, c'est parce qu'ils les hyper sollicitent en faisant quoi? En courant et en marchant et en changeant les appuis. Donc dès que vous allez faire courir quelqu'un, le faire marcher en transfert d'appui gauche-droite, vous avez une hyper sollicitation des adducteurs en chaîne fermée. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément un exercice analytique. Donc quand vous faites, par exemple, forcément analytique. Vous avez déjà vu des exercices, souvent on donne aux personnes âgées ou ailleurs un petit peu cette marche latérale en déplaçant un poids au sol dans les barres parallèles, vous voyez un petit peu ce truc-là. Ou le hanché résisté. Le hanché résisté, il peut paraître tout simple, hein. Ben, très souvent les adducteurs sont sollicités en chaîne fermée. Sauf qu'à quel moment vous rendez compte que les adducteurs travaillent? Tout à l'heure, c'était relativement clair puisqu'il y avait un côté qui était en chaîne ouverte, l'autre en chaîne fermée. Et donc tout était bien latéralisé, on avait une vue de face. Et pourtant, on a fait une bonne demi-heure sur cet exercice des adducteurs. Donc là, imaginez que sur un hanché résisté en appui bipodal, qu'est-ce qui se contracte par en dessous? Ça reste très compliqué pour vous de l'analyser. Donc, c'est pas tellement qu'il n'existe pas d'exercice, c'est plutôt ce que dit M. Cordy, ils sont tout le temps sollicités dès qu'on est vers le latéral. Sauf que comment vous allez analyser que c'est vraiment un exercice exclusif de ça? Comment on va tomber d'accord sur le fait que ce soit réellement les adducteurs gauche plutôt que les adducteurs droits? Là, on va devenir fou, hein. On va s'en dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut être le plus analytique possible, c'est-à-dire recruter un seul muscle, ce qui est extrêmement prétentieux, hein. J'ai déjà dit à d'autres endroits, si tu veux avoir qu'un seul muscle qui se contracte, tu mets une aiguille dedans, hein. C'est le plus simple. Bon, si on veut faire de l'analytique pure, la seule tentative que vous connaissez, c'est le MFM. C'est donc de la chaîne ouverte. Dès que vous allez mettre le sujet en charge, il y a des activations musculaires, de stabilisation, de contrôle d'appui. Donc vous n'aurez jamais, exceptionnellement, un analytique pur en chaîne fermée. C'est pas possible. Parce que dès que vous êtes en chaîne fermée, vous êtes obligé de contrôler. Tout à l'heure, vous avez vu un exercice en unipodal sur tapis où M. Ferry vous explique que c'est pour les stabilisateurs de cheville. Est-ce que vous êtes d'accord, hein? La position qui était maintenue par cette jeune femme, elle était parfaite. Ben, ça veut dire aussi que c'est un excellent exercice pour les stabilisateurs latéraux de hanche. C'est un très bon exercice pour le moyen fessier. Et sur le même tapis de mousse, ça provoque le même déséquilibre. Et si tu lui déverrouilles un petit peu le genou, c'est un excellent exercice des stabilisateurs du genou. Donc le même exercice, tu regardes l'image, et ben tu peux dire ce que tu veux. Soit tu mets un titre en dessous, mais moi je prétends que c'était plutôt pour le moyen fessier. Alors Monsieur Ferring, il prétend que c'est pour la cheville. Et à la fin, on a deux groupes qui s'affrontent. Alors il faudrait savoir ce que vous voulez. Monsieur Cordier, il nous dit que c'est un exercice pour le moyen fessier. Monsieur Ferring nous dit que c'est pour la cheville. Non. On voit bien que dans cet exercice, vous imaginez, cet exercice unipodal stable, eh bien, si on était en rachis, moi je vous propose en reprogrammation du contrôle rachidien lombaire. Ou alors pour une cheville, ou pour un genou, ou pour une hanche. Et c'est ça qui vous met en difficulté. C'est qu'il y a tellement de possibilités à analyser ce truc-là. Mais ça ne nous interdit pas de commencer à l'aborder sur le plan de la cheville, du genou, de la hanche. Mais surtout, ne fermez pas vos œillères. Ouvrez largement et dites, oui, mais ça peut être plein d'autres choses. Alors aujourd'hui, j'ai pas l'esprit assez ouvert pour tout analyser, mais ça va venir. Et le même exercice, il devient un exercice de proprioception pour la cheville, pour le genou, pour la hanche, pour le rachis. La même chose. Quelle est la consigne que vous donnez au patient? Quelle était votre cible? Et c'est là où on va demander que vous ayez de l'expertise. Dans cet exercice, c'était quoi votre cible? Et on est 100% d'accord, hein. C'est une manière un tout petit poil différente sur la forme de dire exactement la même chose sur le fond que ce que je vous ai dit à chaque fois qu'on a fait les travail actifs. Hein. On dit exactement pareil. Hein. Donc ça règle pas le problème de ceux qui voudraient qu'il y ait un seul exercice qui soit différent partout et que ça c'est sûr que c'est plus compliqué pour ceux qui veulent des réponses toutes faites juste pour les examens. Là l'idée dans les examens c'est de réussir à nous redire ce qu'on vous dit là. C'est de dire je propose un exercice debout, ça fait travailler beaucoup de choses. Mais moi, je le propose là, dans un contexte, pour faire travailler la cheville. Et en plus, ça fait travailler beaucoup de choses, mais c'est fonctionnel parce que
Comme c'est un membre inférieur, mon objectif c'est la déambulation, donc je suis en train de réintégrer ce muscle dans une chaîne fonctionnelle. Donc tout est bon, tout est bon. Il faut juste avoir cet état d'esprit-là et comprendre à quoi ça sert. Tant que vous resterez dans un exercice pour une pathologie, vous aurez du mal à vous en sortir. Et merci. Avez-vous d'autres questionnements, d'autres choses? Moi, j'ai une petite Oui, question. allez-y. En fait, j'ai revu un peu le membre inférieur et je me suis posé une question sur les extenseurs de hanches. Comment on pourrait les faire travailler en chaîne fermée pour les renforcer? Et en fait, j'ai du mal à essayer de trouver un exercice qui pourrait marcher. J'avais eu l'idée de prendre avec un élastique au niveau de la cheville et par exemple le mettre sur un espalier et faire un peu comme un exercice de boussole avec les orientations de la boussole pour travailler, mais du coup, c'est pas en chaîne fermée, du coup. Est-ce qu'il n'y a pas des exercices en chaîne fermée qu'on a vus dans les vidéos de tout à l'heure? Quels exercices sollicitaient le grand fessier en chaîne fermée? Bah, Beaucoup. oui. Ah oui, plein. Il y en avait plein. C'est-à-dire que rien que celui-là, là, quand il pousse sur ses guiboles, déjà, il y a de la chaîne fermée. Quand on voit l'exercice avec le sportif, là, qui se met en unipodal excentrique, Jimmy Vico, là, à l'INSEP, pareil. Ça sollicitait le quadriceps, mais aussi le grand fessier en excentrique en chaîne fermée, puisqu'il était en unipodal. Donc c'était un exercice en chaîne fermée du grand fessier en appui. Tous les exercices qui ont été présentés là-dedans, il y en a plein qui sollicitaient les grands fessiers. Il y a plein de moments où je lève la main chaque fois que les grands fessiers travaillent, il y en avait plein. On va dire, ouais, là ça travaillait, là ça travaillait. Donc là pas trop, on est d'accord, hein, on est plutôt sur le chaîne antérieur. Là oui, parce que là quand il se redresse à droite, il a dû pousser avec son grand fessier, vous êtes d'accord là? Oui, oui, je suis Très bien, d'accord. allumer à chaque fois et regarder tout ce qu'on a vu précédemment là, puis se dire qu'est-ce qui travaille et qu'est-ce qui travaille pas. Et donc à chaque fois on peut se dire, bah oui, il y a plein de moments où ça travaille. Bon là on était plutôt sur un plan frontal, donc pas trop. Et puis, ben, on avait plein d'autres exercices quand même. Hein. Là, pas trop non plus. L'oreille musicale. Hein. Là, pas trop. Là, est-ce que ça travaille en chaîne fermée, le grand fessier? Oui. Ah oui, bien sûr, vous avez vu là. Tac, il pousse avec ses grands fessiers là. Tac, il pousse avec ses grands fessiers, il se réceptionne avec ses grands fessiers. Bien sûr qu'il y a aussi les muscles du genou. Donc, c'est pas un exercice analytique du grand fessier, mais là, on est sur du bilatéral symétrique des grands fessiers, en explosif pour accompagner toute la chaîne d'extension. Triceps suraux, quadriceps fémoraux, un peu d'ischio-jambier dans le cadre du paradoxe de lombar, grand fessier, et il saute, le gars, et il se réceptionne. Et il se réceptionne, et puis il a un amorti en excentrique, entre autres dans ses grands fessiers. S'il le fait en unipodal, c'est aussi du grand fessier. Quasiment tous les exos qui ne sont pas dans le plan frontal, là, ont sollicité, quasiment tous en chaîne fermée, le grand fessier. Celui que je vous montrais là, c'est du quadriceps, mais en descendant, c'est de la triple flexion, triple extension. Eh bien, c'est de la triple extension en charge, en concentrique puis en excentrique. Bah, il est bien extenseur, le grand fessier, donc on a cette possibilité de le faire travailler. Vous êtes d'accord que là, on est dans le plan sagittal? On lui demande de contrôler sa descente de manière continue en gardant le plus proche possible de l'assise l'arrière de la jambe qui reste appuyée au sol. On minimise l'action du grand fessier en se mettant, comme il a été dit, le fait de se mettre le plus près possible pour descendre beaucoup sur le genou. Donc on veut concentrer en donnant des consignes plus sur le genou que sur la hanche. Donc là, c'est un exercice poids de corps, mais beaucoup plus difficile au genou qu'à la hanche. Donc c'est certes la chaîne de triple extension, mais beaucoup moins que dans un squat normal, chargé sur le grand fessier. Mais c'est quand même un peu le grand fessier. Si c'était un grand fessier faible, ça serait un bon exercice quand même. Avec un quadriceps fort, ça peut quand même cibler un peu le grand fessier. Et réintégrer le grand fessier dans un exercice fonctionnel que le sujet peut utiliser. Même si le quadriceps prédomine, si ce patient avait un déficit de force moyen fessier, de grand fessier, on peut très très bien l'utiliser parce que c'est dans sa pratique et on réintègre, on reprogramme l'activité de ce grand fessier en coordination avec l'activité du quadriceps. On reprogramme les choses. C'est de la chaîne fermée, mais c'est aussi de la reprogrammation, hein, clairement. Donc là, effectivement, quand on faisait le pont bustal et puis qu'on décollait le bassin hein, sur le sportif amputé, là, pareil, c'était totalement un exercice d'extension de hanche en chaîne fermée. Vous mettez le patient en décubitus, il replie ses jambes, vous lui demandez de décoller ses fesses,
Bah, vous pouvez le vendre à toutes les sauces. Vous pouvez le vendre à toutes les sauces. Il est en chaîne fermée. Ça peut être valable pour une personne âgée en secteur hospitalier pour passer un plat bassin, simplement pour faire ses besoins fondamentaux. Ça peut être le pompe bustal pour un sportif en préparation physique en mode gainage dorsal. D'un bout à l'autre, du plus facile au plus compliqué, du plus jeune au plus vieux, le pompe bustier, pompe bustal, ça peut être un bon exercice. Vous n'êtes pas en décharge, mais vous êtes sur une table. Nous, on va quand même préférer des exercices où vous vous mettez debout, quoi. Tout doit pas se faire sur une table. Personne vous contraint à dire tu fais ce que tu veux, mais tout doit se faire sur la table, quoi. C'est pas ça qu'on vous dit à l'école, hein. Donc nous, on aime bien aussi sortir un peu de la table. Mais rien que sur la table c'est aussi un lit, quelque part, hein, un lit fictif. Donc c'est quand même pas mal d'être capable de proposer des exos sur table et de s'adapter. Qui peut le plus, peut le moins. Donc si vous pouvez tout faire sur table, ben, vous arriverez à vous adapter quand votre patient sera hospitalisé et qu'il ne pourra pas quitter sa chambre. Merci beaucoup. Donc souvent, vous dites je cherche un exercice, alors qu'en fait, il y a plein d'exercices que vous faites et que vous savez faire et qu'ils le font, quoi. Que nous, on comptabiliserait dans les exercices qui sollicitent le grand fessier en chaîne fermée. La question de Manon, elle est un peu plus vicieuse tout à l'heure, et donc c'était plus les adducteurs, etc. C'était une question un peu plus pour avoir un exercice qui n'était pas analytique, mais c'est un peu plus difficile à répondre. Donc là, il y a un peu des choses un peu compliquées. Autant un triceps sural, c'est facile, on monte sur la pointe des deux pieds et après on descend en excentrique. On peut proposer un exercice analytique en chaîne fermée pour un triceps sural. Celui qui n'y arrive pas, c'est qu'il a un peu oublié d'écouter pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Mais globalement, si la personne cale, sèche sur les adducteurs, on sait que c'est quand même une question un peu plus difficile, celle que posait Manon. Ok, messieurs, dames? Y a-t-il d'autres questions? Je vous rappelle qu'avec M. Cordy, on peut rester jusqu'à 3h du matin. Est-ce que c'est possible de faire de l'excentrique, par exemple du triceps sural, en reprogrammation neuromusculaire en intégrant la proprioception, si je mets, au lieu d'être sur une marche, sur une plaque de mousse, sur un plan instable? Oui, mais il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait un plan instable. Le plan instable, il déséquilibre. Donc on sollicite une dimension qui est l'équilibre et la reprogrammation de certaines coordinations neuromusculaires qui auraient pu être défaillantes. Par exemple, si je fais une entorse, je ne veux plus pas récidiver de l'entorse, ça vaut le coup de faire ça. En revanche, simplement de se mettre en bipodal, je monte sur la pointe de mes pieds, là c'est ce que je suis en train de faire, je monte sur la pointe de mes pieds, je me mets en unipodal et je descends en excentrique sur mon triceps droit. C'est déjà de la reprogrammation neuromotrice. Mais les petits sauts de tout à l'heure, là, je fais 3 sauts en bipodal et je passe par au-dessus du step. Je le fais vers l'avant, je le fais vers l'arrière, je dois me réceptionner sur mon pied. Si je le fais ensuite en unipodal, je suis bien obligé de réintégrer mon triceps sural en chaîne fermée, avec une dynamique, une composante maximale excentrique lors de la réception, par exemple. Et donc là, je suis en plein dedans, là. Et donc là, je suis en train de travailler un exercice difficile sur le triceps sural. Donc là, oui, c'est aussi de la RNM. Sur la fin de la rééducation, l'exercice, il est très bien. Mais rien qu'en demandant du contrôle à la descente excentrique, comme tout à l'heure pour le quadriceps, les sportifs, là, eh bien, c'est aussi un exercice de contrôle, de réintégration. Tout est RNM, si vous voulez. Donc là, n'essayez pas de vous dire que la RNM, c'est que à chaque fois qu'il y a l'équivalent d'un ballon de Klein ou d'une assiette de Freeman sous les pieds, quoi, ou sous les fesses. C'est une manière de faire, mais c'est pas la seule manière de faire. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une autre question. En CC, M. Clément m'a interrogé sur un quadriceps et je lui ai proposé un exercice de proprioception en lui faisant fermer les yeux et en le faisant le déstabiliser. Et à cela, il m'a argumenté en disant que je pouvais faire aussi de la déstabilisation indirecte en lui lançant une balle. Est-ce que vous pouvez développer sa réponse, parce qu'on n'avait pas eu trop le temps d'en discuter ensemble? C'est effectivement, là on évoquait avec Charlène l'idée de placer un support instable lorsqu'on est debout, mais on peut garder un support totalement stable et se mettre en unipodal. Donc là, c'est la situation qui fait que c'est plus dur. Donc là, lorsqu'on lance une balle, en gros, on génère d'autres exigences musculaires, de la coordination neurovisuelle. Je dois me concentrer pour rattraper la balle que vous me lancez. Éventuellement, vous me la lancez sur le côté. Je vais modifier
le positionnement de mon centre de masse, donc ça va changer la donne sur le plan de l'équilibre. Ça va augmenter les choses. Déjà, je suis en double tâche cognitive, j'ai pas que mon équilibre à penser, et dans le même temps, je me retrouve à devoir faire une autre activité en même temps, musculaire, quoi, et ça qui me déstabilise. Donc je me retrouve à faire finalement 3 ou 4 choses en même temps. Donc si j'arrive à tenir la position en statique, si j'arrivais bien à résister au kiné qui était en face de moi, c'est une chose, mais c'est vrai que c'est un peu prévisible, et c'est un peu ce que je vous disais avec le monsieur paraplégique tout à l'heure. On a parfois tendance à penser que la rééducation de l'équilibre, c'est uniquement on pousse sur le patient et il faut qu'il pousse contre nous. Bah non, c'est pas un travail des chaînes musculaires en statique, c'est pas ça la rééducation de l'équilibre. Il y a plein d'autres manières de le faire, et quand on lance une balle, bah, on peut lancer la balle un peu en dehors d'une zone d'équilibre et se mettre juste à la frontière d'eux, et ben, finalement, ça peut tout à fait solliciter les réactions parachutes. La personne peut sortir de sa zone d'équilibre et être obligée de se rattraper en écartant un peu un pied. Et donc là, on travaille toute cette reprogrammation neuromotrice qu'il y avait dans les premières diapos. Vous vous souvenez, je vous ai montré ces anciens trucs qu'on avait à l'école, là. Je vous ai montré ça, là. Ça, là, vous vous souvenez, cette idée-là. Les chaînes de fixation, d'équilibration, réaction parachute. Donc si vous lancez une balle de tennis à votre gugus sur votre base d'exercice de quadriceps, après avoir fait votre déstabilisation, on va dire, extrinsèques, parce qu'elles sont déjà extrinsèques, si c'est vous qui les produisez, vous qui les, mais vous pouvez aussi utiliser un référentiel, une balle de tennis, qui va produire cela, et un acte de rattraper, de lancer-rattraper, qui va venir modifier ces conditions d'équilibre, et peut-être aller jusqu'à la mise en jeu de réactions parachute. Sauf si vous voulez rester uniquement dans de l'équilibration statique, vous sortez pas trop de la zone, vous n'allez pas trop loin, et vous le laissez dans une logique d'équilibration. Donc le plus souvent, on va dire qu'il y a des choses intrinsèques, des choses extrinsèques. Si le patient, vous lui demandez de fermer les yeux, vous lui demandez de compter tout haut depuis 20 jusqu'à 0, 2 par 2, 20, 18, 16, etc. Vous faites une double tâche. Ça, c'est pas extrinsèque, ça. C'est intrinsèque. C'est des éléments qui vont perturber l'équilibre de manière intrinsèque. Ce qui est extrinsèque, c'est ce qui arrive de l'extérieur. Vous vous mettez derrière lui, vous le poussez. Bah là, c'est extrinsèque. Si c'est une balle qui doit rattraper, c'est extrinsèque. Si vous le mettez sur de l'équilibre instable, et puis vous lancez en plus une balle, bah là, vous multipliez les sources de déséquilibre. Donc c'est intrinsèque, c'est pas direct, indirect. J'avais mal compris alors. Bah, je sais pas si le terme extrinsèque, c'est exactement ce qu'il voulait employer, mais vous comprenez bien que si vous lancez une balle, l'idée, c'est de modifier le type de tâche. Si non, j'avais bien compris et je trouvais ça pertinent, mais je pensais que c'était intéressant à le raconter. Ah oui, tout à fait. Donc cette dénomination déstabilisation extrinsèque ou intrinsèque, oui, c'est une bonne classification, c'est une bonne référence à employer, histoire de pas se cantonner à seulement une famille ou un modèle d'exercice, soit les fameux exercices analytiques, soit que de la chaîne ouverte, soit que de l'exercice purement statique, soit par exemple seulement avec un équilibre instable, des outils de proprioception dédiés. En gros, on fait de la proprioception même quand on n'est pas sur une planche de Freeman. Trop longtemps, la rééducation des entorses de cheville a été caricaturale chez les kinés, où c'était tu vas dans la pièce d'à côté, tu te mets sur le plateau de Freeman et c'est tout, quoi. Donc on avait cette mauvaise image qui nous collait à la peau, qui était de dire quand il y avait une entorse de la cheville, les kinés, nous, on avait tendance à mettre les patients sur le plateau de Freeman, débrouille-toi, mets-toi dessus, quoi. Ça, c'est pas de la rééducation proprioceptive ou de la RNM. Juste de lui dire, tu vas à côté de l'espalier, tu montes sur le plateau, là, puis débrouille-toi, fais ce que tu veux. Voilà, ça peut pas se résumer à un outil. Donc, effectivement, cette logique de dire, il faut amener des éléments, soit intrinsèques, soit extrinsèques, pour modifier la donne et solliciter l'ensemble des capteurs, solliciter tout cela à des fins de proprioception ou d'RNM ou les deux, ou d'équilibre ou de coordination. Oui, c'est une bonne manière de un petit peu se repérer dans le type de stimulation. Vincent, je profite du document à l'écran là. Vas-y. La dernière ligne, hein, le massage et la mobilisation passive sont deux moyens qui stimulent les récepteurs. Vous voyez que ça rentre dans la proprioception. Hein, donc Monsieur Fering vous l'a répété plusieurs fois, mais je vais me permettre d'en rajouter encore une couche. La proprioception, vous la sollicitez dès que vous touchez le patient, en gros. Quand vous faites du massage, vous mettez en jeu plein de capteurs. Alors bien sûr, on pourrait discuter si le tact c'est l'extéroceptif, mais vous donnez des informations. Quand vous faites de la mobilisation passive et que vous demandez, alors certains appellent ça une participation cognitive, c'est-à-dire que le patient se concentre sur le mouvement, vous remettez des connexions en jeu
Comprenez qu'une cheville qui a été lésée, par exemple, on peut penser que certains capteurs ont disparu, ont été lésés. Donc, on va essayer de reprogrammer tout ça en sollicitant les capteurs environnants, en augmentant leur tâche. Et pour obliger le patient à faire ça, il faut reconnecter le mouvement avec le cerveau du patient. Et dès que vous faites une mode passive, eh bien, vous commencez la reprogrammation neuromusculaire. Donc, c'est sûrement pas la RNM. Bon, maintenant que le muscle est à 5, alors, la totale que vous nous faites, c'est ça. Maintenant que le muscle est à 5, je peux me mettre en chaîne fermée et je commence la RNM. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il ne faut pas dire. En clair. Tu peux avoir un muscle à 0, le mettre en charge et faire de la reprogrammation neuromusculaire. Donc, sortez-vous de ces schémas que vous simplifiez, qui passent de fiche technique en fiche technique, de promotion en promotion, où vous allez retenir au final, on vient passer, vous expliquer plein de choses, puis parfois, vous dites, ouais, bon, c'est un peu compliqué. Moi, je vais plutôt assurer le coup, je vais faire la RNM à 5 quand il a l'appui total. Non. Vous faites du massage, vous faites de la mode passive, vous êtes dans la RNM. Alors oui, maintenant que le sujet a l'appui, maintenant qu'il a de la force, ah oui, je peux lui demander de sauter en unipodal au-dessus d'un step. Ouais, ça, c'est sûr que là, maintenant qu'on a récupéré la force, on va développer un peu plus la partie coordination RNM. Mais pour aboutir à ça, il a fallu la solliciter en amont. Et c'est le massage, c'est la mode passive, c'est le travail actif aidé, tout ça concourt à la récupération. Je vous rappelle qu'on est en reprogrammation, hein. Tout était bien programmé, il y a eu un accident, il faut reprogrammer, il faut remettre en route. Et donc, on commence dès le début par recréer le contact avec le cerveau du patient. Et puis surtout, il ne faut pas attendre d'être super expert pour le faire. Même si vous n'êtes pas capable de tout expliquer, proposez-le quand même. Hein, c'est-à-dire que même si c'est votre intuition qui vous guide, mettez le patient debout, essayez de proposer ce que vous feriez si vous étiez tout seul dans le box chez un kiné libéral en stage. La plupart du temps, vous mettez en place ces choses-là, vous osez les faire avec les patients. C'est pas parce que nous on est là qu'il faut ne pas oser, quoi. Nous on sait hein, qu'on vous freine, qu'on vous inhibe, etc. Que vous pouvez penser qu'on attend des choses. Voilà, on n'attend pas forcément des choses. On a peut-être des fois des mots différents. Hein, ce que disait Monsieur Serre tout à l'heure sur peut-être que Monsieur Clément va vous dire déstabilisation extrinsèque. Montre-moi une déstabilisation extrinsèque. J'ai pas su répondre. Bon bah ça c'est pas un drame dans votre carrière de kiné. Si un jour on emploie un terme et que vous savez pas y répondre, ou si on vous montre une autre technique que votre prof de membre ou autre vous avez pas montré, la Terre s'arrête pas de tourner, quoi. Hein, vous raterez pas votre année pour autant. Si vous avez travaillé par ailleurs et que vous nous montrez des choses intéressantes, que vous discutez avec nous, que vous avez bossé, ça va le faire, quoi. Tout a le droit de pas être clair dans votre tête, quoi. Et tout a le droit de pas être énoncé simplement dans votre bouche. Et dans ces domaines-là qui sont compliqués, encore plus que pour d'autres. Il y a des choses qui sont quand même plus carrées, plus cadrées, plus simples, qu'on répète depuis le début. On sera un petit peu moins coulant, un petit peu moins sympa, si vous savez pas nous répéter des choses qu'on vous a répétées 1000 fois et qui sont assez simples. Pour des choses plus compliquées, on n'est pas non plus des bourreaux, quoi, on est d'accord. D'autres questions, messieurs, dames? Non, c'est qu'on va s'arrêter là, le week-end commence. C'est ça que je dois intégrer cela. Bon, mais écoutez, vous savez de toute façon que dès lors que vous avez des questionnements divers et variés sur tout cela, vos profs de membres sont là. Si une question vous taraude et si vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées tout à fait pareilles, etc., c'est pas anormal, c'est un domaine complexe. Mais c'est pas non plus exclu que vous puissiez envoyer à M. Cordier, qui est responsable de l'UE7, un questionnement. Je suis en CC, on me demande ça, je remets ça comme ça, rediffusez-le si vous le souhaitez, discutez entre vous si vous le souhaitez, c'est pas du tout un reproche, mais vous aviez pas tout à fait dit ça, M. Cordier, M. Fering, quand on avait fait le 9 avril, une petite explication, un petit soutien, j'ai eu l'impression que je sais pas quel prof m'a un peu dit des choses dans d'autres termes, ou je sais pas quoi. Bon, bah, vous avez le droit de nous le dire, hein, ça. Il faut que vous fassiez ça de manière dépassionnée, histoire d'être sûr de comprendre, ou simplement de le livrer à tout le monde, histoire de dire, ne vous offusquez pas si un tel vous demande ça de telle manière ou l'autre. Vous devez favoriser tout ce qui permet qu'on échange entre nous et qu'on puisse vous interroger tranquillement sans que ça devienne non plus
de la torture permanente ou de la souffrance pour vous. Hein. Donc il faut tranquillement dédramatiser tout ça. Ok. Bon, ben on va se dire au revoir, on va se dire bon week-end, on va se dire à la prochaine, à la semaine prochaine. Merci, bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Bon week-end.